matinale de recherche consacrée à l'ESG dans le cadre de l'association Europe Finance Régulation, l'AEFR, le think tank de la régulation financière que l'on ne présente plus. Alors nous allons traiter ce matin de la nécessité de trouver le juste équilibre entre le greenwashing et le greenblushing. Alors le greenwashing, en bon français, l'éco-blanchiment, tout le monde sait à peu près ce dont il s'agit. Mais le greenblushing, franchement, probablement un peu moins. Certains d'entre vous vont sans doute découvrir le concept ce matin. Alors, je vais vous donner un indice. Avec toutes les réglementations en vigueur et à venir, alors on a fait récemment un séminaire sur SFDR et taxonomie, vous rajoutez CSRD, les doctrines AMF, est-ce qu'au fond, certaines entreprises n'auraient pas peur de communiquer un peu trop vert, un peu trop durable, compte tenu des risques de sanctions? Et au fond, cette peur n'est-elle pas légitime? Parce que si on y réfléchit, est-ce que la science économique, on sait qu'elle est faite de beaucoup d'équations mathématiques, qu'on essaie de mettre en équation la réalité économique, mais au fond, l'homo economicus, est-ce qu'il est capable, dans la pratique, d'intégrer ces fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui, dans la théorie, n'existent tout simplement pas pour lui? Alors, je ne vais pas en dire davantage. Notre intervenant, Mathieu Vessier, va vous livrer son analyse. Mais avant de commencer, je tiens à remercier notre partenaire, Linklaters, qui nous accueille ce matin dans ses locaux au 25 rue de Marignan à Paris. Jean-Charles Jaïs, qui en est un des associés, va nous en dire quelques mots. Et peut-être sous l'angle de l'ESG également. Merci beaucoup. Merci. Uniquement pour les personnes en ligne, celui-ci. Ça, il marche bien. C'est uniquement pour les personnes en ligne. D'accord. C'est toujours avec grand plaisir, c'est un honneur d'accueillir les conférences aussi pointues qu'intéressantes de l'AEFR. Linklaters et l'AEFR, c'est une histoire qui dure depuis de très nombreuses années. Je me souviens d'ailleurs être moi-même intervenu au tournant des années 2010 lors d'une de ces conférences. Cela ne nous rajeunit pas. Linklaters, c'est 3000 avocats dans le monde, présents dans 20 pays, même si en réalité notre couverture est parfaitement mondiale. Et à Paris, nous sommes 180 avocats au service des corporates comme des institutions financières françaises comme étrangères. Et je tiens à souligner que cette année est un petit peu particulière pour nous, puisque c'est notre 50e. Les problématiques ESG ont ceci de passionnant que non seulement le sujet est complexe, mais il est protéiforme et il nous amène, nous collectivement au sein du cabinet, à travailler ensemble dans des groupes cross-practice, puisque bien entendu, c'est à la fois ceux qui vont faire les intervenants en marché de capitaux, les intervenants de notre département bancaire, ce sont ceux qui vont vous conseiller évidemment sur la régulation financière, mais d'autres départements sont également intéressés auxquels on aurait moins pensé. Il y a des problématiques ESG extrêmement importantes en matière de concurrence. Et pour l'associé de contentieux que je suis, vous le savez, vos sociétés sont scrutées non seulement par le régulateur, mais elles sont également scrutées par les acteurs de la société civile qui, depuis quelques années, se sont saisis de l'arme, de l'outil, j'ai envie de dire, judiciaire, pour faire évoluer les comportements qui, selon en tout cas ceux qui les utilisent, ne seraient pas suffisamment vertueux. Je suis très content également d'accueillir cette conférence de ce jour parce que je suis convaincu que Mathieu Vessier va nous apporter un éclairage particulièrement intéressant, une espèce de confrontation au réel du point de vue, d'un point de vue académique, du point de vue du chercheur, une confrontation au réel des ambitions qui ont été placées dans le secteur financier pour parvenir, pour atteindre les objectifs ESG que nos sociétés se sont fixés collectivement. J'attends ça avec impatience. Merci beaucoup. Merci. Pardon. C'est ici pour moi. Merci Jean-Charles. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Mathieu Vessier. Mathieu Vessier qui a été longtemps chercheur associé à l'EDEC Risque, aujourd'hui directeur de recherche chez Ginger M, qui est une société de gestion entrepreneuriale
assez disruptive. Il nous en dira sans doute plus. Et en avant-première, il va nous présenter les principaux résultats de 2 articles de recherche à paraître dans le Journal of Impact and ESG Investing. Mathieu, c'est à vous. Alors, juste pour les questions-réponses, bien entendu, ce sera après votre intervention. Et pour les personnes qui sont en webinar, il y a un encart, ils sont habitués, prévu à cet effet. Donc, on me les transmettra pour les relayer. Mathieu. Merci Martine, merci Jean-Charles. Bonjour à tous et à tous, merci d'être présents ce matin. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle effectivement Mathieu Essier, je suis directeur de la recherche de Ginger. Ginger, c'est une société de gestion entrepreneuriale indépendante. On a créé un petit peu plus de 10 ans de cela, avec un objectif qui était à la fois simple et ambitieux, qui consiste à redonner du sens à la gestion, c'est-à-dire de montrer que même dans un monde où les marchés financiers bougent de plus en plus vite, où les mouvements des marchés financiers peuvent paraître de plus en plus erratiques, il est encore possible de se projeter dans la durée, se projeter dans le temps long, et qu'il est possible encore aujourd'hui de mettre en œuvre des stratégies de conviction. Ça peut paraître bizarre de le dire, mais c'est de moins en moins le cas aujourd'hui sur les marchés. Et donc, c'est un objectif que nous sommes en train de remplir, puisque après un petit peu plus de 10 ans d'existence, si on regarde notre fonds flagship Ginger Active 360, il se trouve aujourd'hui dans le premier quartile de sa catégorie en termes de performance ajoutée du risque sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 8 ans et bientôt 10 ans, avec un taux de rotation moyen du portefeuille de 20%. C'est-à-dire, encore une fois, avec une gestion, je dirais, qui est soucieuse de son environnement, le marché, de sa liquidité, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est une ressource rare et qu'il faut préserver si on veut que les marchés continuent à fonctionner correctement. Alors peut-être juste un mot, on a parlé de la recherche. C'est effectivement, je pense, l'originalité de mon parcours, c'est précisément d'avoir essayé, comme le disait Jean-Charles, de confronter depuis un peu plus de 20 ans la théorie et la pratique. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire, et l'expérience m'a amené à la conclusion que bien souvent, comme le disait le Yogi Berra, un grand penseur américain qui était, je crois, entraîneur des Yankees, qui disait « En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, il y en a une. » Et donc, c'est justement pour tester cette confrontation permanente, tester la pertinence de la pratique, la pertinence de la théorie, la confrontation des deux, que j'ai essayé depuis 20 ans de garder un pied de chaque côté. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, mais un sujet pour autant sur lequel, à mon sens, il y a encore énormément de chemin à parcourir si on veut être à la hauteur de l'enjeu qui nous attend, qui, je le rappelle, est de faire transitionner, si je puis dire, notre système socio-économique vers un modèle plus durable. Et pour ce qui concerne les acteurs de la finance, en particulier du secteur de la gestion d'actifs, l'objectif, c'est de jouer le rôle de catalyseur, c'est-à-dire de faire en sorte que cette transition soit la plus efficiente possible. Ce que je vous propose, c'est d'organiser la présentation comme suit. Vous êtes attendus. Je suis à la matinale, tout va bien. Donc, je vous propose d'organiser la présentation comme suit. Je vais dire quelques mots dans un premier temps pour vous expliquer pourquoi il me semble que le sujet est particulièrement important aujourd'hui. Pourquoi, typiquement, en tant qu'acteur à la fois du côté théorique et du côté pratique, je pense qu'il est important de participer au débat d'idées précisément aujourd'hui. Je dirais ensuite quelques mots sur, et Martine le mentionnait tout à l'heure, sur 2 articles que j'ai écrit récemment avec un co-auteur qui s'appelle François Marchessault. Et donc, je présenterai un premier bilan d'étape, si je puis dire, un bilan rapide, centré sur les sociétés cotées européennes, et donc de voir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en termes de profil ESG. On va dire la chose, mais pour faire simple, on dira profil ESG.
Autre point, comment ce profil a pu évoluer depuis qu'on a vu justement l'essor de l'investissement ESG. L'objectif, c'est pas uniquement, et ça j'y reviendrai dans la présentation, l'objectif n'est pas uniquement de collecter des encours, ça c'est un moyen. L'objectif, c'est bien d'arriver à faire transitionner le système dans son ensemble vers un modèle plus durable. Et le moyen pour y parvenir, ou en tout cas le moyen pour faire en sorte que l'on soit des catalyseurs puissants, c'est d'avoir des encours. J'y reviendrai, c'est important de ne pas confondre le moyen et la fin. C'est vraiment un sujet. Et dans un troisième temps, je parlais de l'homo economicus, quelques mots pour dire comment aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore nécessairement tous les éléments pour que, d'un point de vue théorique, on intègre effectivement les critères ESG dans les modèles qu'on peut utiliser traditionnellement pour construire des portefeuilles, comment néanmoins on peut le faire de façon pratique, tout en restant dans le champ de l'optimalité. J'utiliserai ensuite cette pratique, cette technique pour voir comment, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire avec les éléments, la matière première qu'on a aujourd'hui, le profil ESG que présentent aujourd'hui les entreprises, comment est-ce qu'on pourrait, dans quelle mesure on pourrait améliorer le profil ESG des portefeuilles qu'on peut construire aujourd'hui, voir quel est le potentiel d'amélioration qu'on a aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, et de comparer ça à l'objectif ambitieux qu'on s'est fixé. Je finirai par quelques mots rapides de conclusion pour ensuite ouvrir les débats. L'idée de toute la présentation, ce n'est pas d'asséner des vérités, c'est un certain nombre de réflexions auxquelles je suis arrivé en manipulant la donnée, et donc c'est plutôt de servir de base au débat que d'être vu comme une conclusion de quelque manière que ce soit. Alors, je le mentionnais il y a un instant, la notion de durabilité, c'est une notion qui est au cœur de nos réflexions chez Ginger depuis le premier jour. Et ça fait un petit peu plus de 4 ans maintenant qu'on a intégré de façon explicite dans le processus de construction de nos portefeuilles les critères ESG. Pour autant, nous n'avons jamais communiqué sur le sujet jusqu'à présent. Et donc, dans cette première partie, j'ai quelques mots sur les raisons pour lesquelles nous sommes plus à l'aise aujourd'hui pour communiquer, et surtout, nous pensons qu'il est de notre responsabilité, et de la responsabilité de tous les acteurs du secteur, de participer activement au débat d'idées pour faire avancer l'effort collectif. J'insisterai sur les raisons pour lesquelles il est important de le faire précisément aujourd'hui. C'est là où on parlera notamment du green blushing. Alors, il faut être clair, le défi qui nous attend, c'est un défi de taille, parce que je le mentionnais à l'instant, c'est de faire passer notre système socio-économique d'un point d'équilibre à un autre. Pas juste de le faire bouger un petit peu, mais vraiment de le faire changer complètement d'équilibre. Et notre système socio-économique, c'est un système qu'on appelle complexe, c'est-à-dire c'est un système dont la trajectoire va dépendre des interactions entre les différents agents dans le système. Et ce sont ces différents agents, en interagissant avec les uns avec les autres, qui vont co-construire une trajectoire. Et donc, la transition ne pourra se faire de façon efficace que si on réussit, d'une certaine manière, à coordonner les énergies qui sont disponibles dans le système. Et toutes les énergies dans le système. On ne pourra pas y aller si tous les acteurs dans le système n'apportent pas leur contribution à l'effort collectif, d'une certaine manière. Et une façon de voir si le système est en ordre de bataille, c'est de voir dans quelle mesure le sujet qui nous préoccupe fait partie des sujets qui sont arrivés, qui ont atteint une forme de conscience collective. Et une façon de le faire, façon détournée, il a été montré dans la littérature académique qu'on pouvait anticiper tout un tas de phénomènes sociaux en utilisant un indicateur qui est extrêmement simple et qui, pour le coup, même en finance, est extrêmement puissant, qui consiste à regarder l'évolution dans le temps des requêtes Internet pour un sujet donné. Ça peut paraître étrange, mais en réalité, ça s'explique assez facilement. Quand on est face à un sujet en particulier, face à un sujet complexe, la prise de décision, c'est un processus cognitif qui est énergivore. Et donc, on ne fait l'effort de réfléchir, on ne fait l'effort d'aller chercher l'information que si on est déjà dans une démarche d'action. Et donc, quand on commence à voir émerger un certain nombre de sujets de façon importante sur des données type les données de Google Trends, on est sur des sujets qui potentiellement sont dans l'antichambre de l'action.
C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience collective. Donc, ce qu'on a fait pour commencer, c'est de voir justement où est-ce qu'on en était de cette prise de conscience collective. Et donc, on a regardé pour tout un tas de termes de recherche ou de thématiques qui sont associées au sujet de l'ESG, voir comment, au cours des dernières années, ce sujet avait évolué dans les requêtes Google. Tout simplement. Donc ça, encore une fois, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur Internet, Google Trends, on regarde, il y a un certain nombre de sujets. À partir du moment où le sujet a été suffisamment l'objet de recherche, il y a directement des thèmes de recherche qui sont proposés. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir de la fin de 2018, on voit effectivement comme une vague s'élever. Alors la première réaction qu'on peut avoir, celle que j'ai eue, je pense qu'on peut tous avoir, c'est déjà d'être surpris de voir qu'il y a une prise de conscience aussi tardive. Ça fait quand même 50 ans qu'on a eu le rapport Meadows, qui nous montrait quand même déjà un certain nombre de choses sur les limites de la croissance dans un monde où les ressources sont finies. Ça fait aussi un petit peu plus de 20 ans qu'on a eu ce fameux débat de Jacques Chirac à Johannesburg, qui parlait de la maison qui brûle. Donc on peut être surpris de cette prise de conscience finalement relativement tardive, mais je pense qu'il faut s'en réjouir parce que mieux vaut tard que jamais. Et quoi qu'il arrive, je le disais, l'effort collectif et cette co-construction d'une trajectoire efficace vers la transition vers un modèle plus durable ne pourra se faire qu'avec la participation des uns et des autres. Et donc là, on voit bien qu'il y a une montée en puissance. Il faut saluer, même si tardive. En revanche, ce qui est plus inquiétant, et c'est la ligne rouge que vous voyez sur le graphique, on voit qu'en parallèle de cette prise de conscience, il y a aussi une défiance qui très clairement est en train de monter. Et c'est un sujet qui, à partir du moment où il faut la participation de toutes les forces vives, est un sujet qui est nécessairement préoccupant. Et donc la ligne rouge en pointillé, qu'on voit monter de façon assez verticale sur la fin, c'est la thématique du greenwashing, sans surprise. Alors, ça pourrait surprendre. Non, on sait que de façon structurelle, il y a une forme de défiance vis-à-vis du monde de la finance. Et en plus, particulièrement depuis 2 minutes, et la grande crise. Car on sait qu'il y a deux façons structurelles à un sujet à propos de cela. En revanche, on voit bien dans l'article précédent qu'il y a un sujet qui est probablement est plus spécifique au sujet de l'ESG. Ça pourrait être surprenant quand on regarde notamment ce qu'a fait l'industrie. Je pense qu'il y a assez peu d'exemples dans l'histoire où l'industrie a aussi vite, je dirais, pris la direction une direction, je dirais. Tout le monde s'est mis dans une même direction et a fait autant de choses en si peu de temps. Ça paraît paradoxal que je dis, mais il suffit de regarder notamment, là j'ai pris sur le site de Novetic, le panorama 2022 des labels européens, et on voit qu'il y a foison de labels, on voit qu'il y a de plus en plus de fonds qui sont labellisés, on voit qu'il y a de plus en plus d'encours dans des fonds qui sont labellisés, donc on voit bien qu'il y a, quoi qu'on puisse en dire, une forme de mobilisation. Il faut le noter, donc ça peut effectivement surprendre qu'il y ait une telle défiance vis-à-vis des pratiques en termes de ESG. Quand on regarde également, et là j'ai mis 2 articles qui sont assez souvent cités, qui montrent non plus, je dirais, le volume d'encours ou le nombre de fonds qui sont labellisés ESG, mais là on rentre un peu plus dans la pratique des fonds. On regarde 2 choses différentes. Sur le graphique de gauche, vous avez une étude qui commence à être un peu ancienne, qui est de 2019, mais qui montre qu'à partir du moment où on a eu des ratings ESG, la publication de ratings ESG, et donc c'est une event study, comme on dit en bon français, une étude d'événement. Et donc l'événement, c'est on commence à publier pour une société un rating ESG, donc c'est une nouvelle information qui arrive dans le marché, et ensuite on regarde à partir du moment où il y a eu cette publication, comment se sont dirigés les flux. Et donc cette étude montre, et ça c'est intéressant, qu'à partir du moment où il y a eu la publication de rating ESG, les flux ont eu tendance à se concentrer sur les sociétés qui avaient les meilleurs ratings et se sont détournés des sociétés qui avaient les ratings les moins bons. Ça c'est plutôt encourageant. Donc, encore une fois, on peut être surpris, comme je disais, du fait qu'il y ait cette défiance quand on voit ce genre d'éléments. Quand on regarde, je n'ai toujours pas trouvé comment on enlève ça, mais il faut quand même lire le graphique. Peut-être juste bouger le pointeur. Alors, le pointeur, hop. Bon, non, j'ai pas le... On n'empêchera pas de lire ce qu'il y a sur le graphique. Ça, c'est une deuxième étude qui est plus récente et qui montre cette fois-ci non pas
c'est toujours une event study, mais ce coup-ci, l'événement qu'on regarde, c'est non plus l'apparition d'un ratio, mais le changement du ratio. Est-ce qu'on a amélioré ou est-ce qu'on a dégradé le ratio pour une entreprise donnée? Et là, on voit encore une fois le même type de phénomène à partir du moment où on a une amélioration du ratio, du rating, pardon. On voit que les flux ont tendance à se concentrer sur la société et au contraire, quand il y a une dégradation, on voit plutôt une sortie. Donc en fait, quand on fait ce premier bilan, quand on voit le nombre de fonds qui vont, quand on voit ce genre d'études, on a plutôt tendance à se dire finalement, on va plutôt dans la bonne direction. Je pense que l'origine du mal, si je puis dire, et la raison de cette défiance qu'on voit monter, notamment au travers des recherches sur le terme du greenwashing, vient d'un autre problème qui est un petit peu plus profond, peut-être plus terre à terre. En tout cas, c'est quand on met les mains dans le cambouis qu'on commence à comprendre, pense un peu mieux, ce que je pourrais appeler une dissonance cognitive, c'est quand on regarde la qualité des données qui sont produites. Alors là, ce sont de nouveau deux études. La première étude, qui est une étude qui a pas mal tourné récemment sur Internet, qui a été publiée en 2022, montre la dispersion des ratings produits par les différents fournisseurs de ratings ESG pour une entreprise donnée. Et donc là, vous avez ici une référence, qui en l'occurrence est une base de données qui s'appelle Sustainalytics, qui est par ailleurs la société, le rating que je vais utiliser dans les résultats que je vais présenter tout à l'heure. Et on regarde ensuite sur la grille comment se situent les autres fournisseurs de rating. Donc là, vous avez la liste des autres fournisseurs. Et on voit bien que pour chaque société, on voit comment le rating de S&P, MSCI, Refinitiv et compagnie se situe par rapport au rating de Sustainalytics. Si on est à 0, c'est qu'on est sur le même type de rating, et si on est plus ou moins, c'est qu'on a des décalages à la hausse ou à la baisse par rapport au rating. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on a une sorte de patate. Si on traçait une courbe de régression, une ligne de régression, on aurait bien une pente ascendante qui montre qu'on a quand même une corrélation positive entre les résultats produits par les différents fournisseurs de rating. Donc ça veut dire qu'on est quand même, on a bien l'impression qu'on est en train de travailler sur la même chose. En revanche, ça montre très clairement qu'on est en train de travailler sur un objet qui n'est pas encore très clairement défini. C'est-à-dire que tout le monde, de toute évidence, ne regarde pas exactement la même chose, ou s'il regarde la même chose, il ne le mesure pas exactement de la même manière. De mémoire, je crois que quand on regarde les ratings ESG, on a une corrélation entre les différents ratings fournis par les différentes maisons spécialisées sur le sujet, une corrélation qui est de l'ordre de 0,40 à 0,45. C'est-à-dire qu'on a effectivement une corrélation positive, mais une corrélation positive dont l'amplitude est finalement relativement contenue. Quand on fait le même exercice sur, non pas le ESG, mais sur les ratings de crédit, on est plutôt sur du 0,90, 0,95. Donc là, on voit très bien qu'on est sur un sujet qu'on comprend mieux, et donc il y a une convergence qui s'opère entre les ratings qui sont publiés par les différentes maisons. La deuxième étude, qui est également faite notamment par Florian Berg, qui pas encore été publiée, elle montre quelque chose, c'est un phénomène que j'avais pu notamment voir quand je travaillais à l'EDEC sur les stratégies alternatives, sur les hedge funds, les performances des hedge funds ou les performances des fonds de private equity, où là aussi on a des problématiques de données et notamment de modification ex post des données. C'est-à-dire que vous remplissez à une date T des données et à la date T plus 1, vous modifiez les données que vous aviez mises dans le passé. Et donc sur cette étude, c'est assez étude intéressante, d'où la fameuse est-ce que l'histoire se répète et l'unpredictable past of ESG rating. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des modifications très fréquentes des données ex post, et que ces modifications peuvent non seulement être d'une amplitude importante, mais en plus de ça, elles peuvent aller très très loin dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut modifier des données d'il y a 6 ans, d'il y a 7 ans, d'il y a 8 ans. Une des raisons, c'est qu'en réalité, un bon nombre de données, vraisemblablement, sont des données qui sont issues de modèles, et qu'à mesure qu'on apprend des choses, les modèles évoluent, et que du coup, il y a une forme de patching qui s'opère. Mais ça pose un problème, bien évidemment, parce qu'à partir du moment où vous intégrez ces données, vous, en tant que gérant d'actifs, dans votre processus de construction de portefeuille, vous êtes en train de travailler avec une matière qui est mouvante. Ça pose un certain nombre de problèmes.
Et je pense que c'est précisément ce sujet qui est à l'origine de cette dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que, d'une certaine manière, la charrue est arrivée avant les bœufs. C'est précisément, en tout cas, pour cette raison que jusqu'à présent, alors qu'on travaille sur le sujet depuis de nombreuses années, il ne nous semblait pas opportun de communiquer de façon agressive. Une fois, quand je dis de façon agressive, c'est d'où le titre du slide, un besoin immodéré de modération, qui est un petit clin d'œil à je disais tout à l'heure, une interview qu'avait donnée Étienne Klein sur le besoin de modération, notamment quand on parlait de sujets aussi clivants que la pandémie, le Covid-19. Et donc, je pense qu'on est sur un sujet qui est aussi un petit peu clivant quand on parle de l'ESG et qui, lui aussi, est souvent traité de façon plus dogmatique que pragmatique et qui gagnerait probablement à être alimenté par des vues qui sont un peu plus pondérées. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, on préférait travailler dans notre coin plutôt que communiquer. Et je pense que c'est aussi pour ça, typiquement, quand on regarde, parce qu'il y a un point qui est intéressant sur ces modifications. Alors ça, c'est pas de chance, mais quand on regarde ces modifications ex post, ce que montrent les chercheurs dans ce papier, c'est que les modifications qui ont été faites les dernières ont je dirais la bonne idée, si je puis dire, c'est pas la même chose. En tout cas, plus on regarde les données récentes, plus on s'aperçoit qu'on trouve une corrélation forte entre les modifications des ratings et la performance suivante des sociétés. C'est un petit peu problématique parce qu'on sait très bien qu'on est dans un modèle où ce sont les gérants d'actifs qui payent les bases. Gérants d'actifs qui, pour certains, ont fait et communiqué de façon très agressive sur le lien qui existe, en tout cas le lien supposé exister entre la performance et l'ESG. Et donc, c'est plutôt commode de voir que, in fine, en modifiant les données ex post, on arrive au résultat qu'on voulait trouver initialement, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation positive. Donc, c'est bon. Je pense que c'est ce genre de choses qui montrent que le sujet a probablement été trop longtemps regardé de façon trop dogmatique et qu'il est temps, et c'est pour ça que je pense qu'il est important, non seulement sont plus à l'aise de communiquer aujourd'hui sur le sujet parce que les données, de toute évidence, la qualité est très clairement pas parfaite, mais elle est meilleure. Encore une fois, Ginger, on est un acteur de petite taille dans le marché, pour être clair. C'est surprenant, par exemple, que pendant des années, quand on remontait des problèmes de données à nos différents fournisseurs de données ESG, ils nous disaient quasiment systématiquement qu'on était les premiers à leur dire qu'il y avait des problèmes sur ces données. Et je ne parle pas de données subtiles, hein, c'est des données manquantes, des gros doigts, des choses qui sont de toute évidence, à partir du moment où on traite de façon systématique la donnée, car on est obligé de la structurer, la rendre propre, on voit bien qu'à un moment, ça ne passe pas, quoi. Je veux dire, la zone grise, l'ordinateur, il ne la comprend pas. Il stoppe, ça bug. Bref. Et ça, on le voit moins. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc les données, de toute évidence, sont toujours pas parfaites, mais elles sont meilleures. Et donc, on peut espérer avoir, comme on l'avait sur les données crédit, c'est-à-dire une convergence, et donc des données sur lesquelles il va pouvoir être possible de s'appuyer de façon un peu plus forte. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, on se sent plus à l'aise. Et la deuxième chose, la raison pour laquelle je pense qu'il est de notre responsabilité de le faire et de la responsabilité de tous les acteurs, et c'est là où j'en viens au terme de green blushing, c'est que le problème aujourd'hui, on voit bien qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont en train de faire un pas en arrière. On a vu un grand nombre de fonds qui étaient article 9 et on a eu l'impression pendant un moment qu'il fallait être plus vert que vert, pour reprendre on aurait dit Coluche. Donc il fallait être plus vert que vert et on a été sur l'article 9, il y aurait eu du 10, on aurait eu du 10, quoi. Il y aurait eu de l'article 11 si c'était possible, quoi. Et donc là, le fait de revenir en arrière, ça ne donne pas une image de sérieux, ça faut être clair. Et donc c'est pour ça qu'il est important, je pense aujourd'hui, de revenir à des choses peut-être plus terre à terre, mais on est face à des phénomènes qui sont complexes, et la seule façon de pouvoir les comprendre et de pouvoir avoir l'impact qu'on souhaite avoir sur ce phénomène, c'est de revenir à des choses, à mon sens, de base, pour comprendre quels sont les invariants, ceux sur lesquels on va pouvoir construire quelque chose d'un peu plus solide. Je vous propose là maintenant de faire un bilan très rapide. Encore une fois, on peut faire des choses très sophistiquées. Ce que je vais vous montrer, c'est plutôt de revenir sur des choses simples. Il y a toujours deux attitudes face à un phénomène complexe. Soit on peut essayer d'apporter de la complexité avec des modèles complexes, ce qui généralement donne de très bons résultats, mais relativement fragiles, dès lors qu'on change un tout petit peu d'échantillon. Donc là, je suis plutôt resté sur des choses simples pour essayer de voir avec les limites de la simplicité, mais au moins pour voir un petit peu si se dégagent des grandes lignes.
Donc là, ce qu'on a fait, très simplement, c'est qu'on a pris la base, je le disais tout à l'heure, une base qui s'appelle Sustainalytics, une base de données avec données ESG, et on a regardé, donc on a nettoyé la base, pris toutes les données de sociétés européennes cotées, pour lesquelles on avait l'historique sur toute la période qui commence à fin 2018 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi fin 2018 ? Parce que sur le premier graphique que je vous ai montré tout à l'heure, on voit bien que c'est vers cette période qu'on commence à voir la vague, en tout cas la connaissance collective arriver sur le sujet de l'ESG. Donc l'idée, c'était de voir où est-ce qu'on était en 2018, où est-ce qu'on est aujourd'hui, et dans quelle mesure le fait qu'il y ait eu des encours et pas mal de battage médiatique sur l'ESG, dans quelle mesure ça a amélioré ou pas les profils des entreprises. Et donc là, sur le graphique, ce que vous avez 11 secteurs, qui sont les 11 secteurs de ce qu'on appelle la classification ICB, donc les secteurs d'activité. Et la première chose qu'on a regardé, tout simplement, c'était de voir... Alors, on s'est concentré sur l'Europe pour une raison simple, c'est que chez Ginger, on investit essentiellement sur les marchés européens. Donc, on a regardé comment ces sociétés européennes, qui sont encore une fois les sociétés cotées européennes, comment elles se comportaient par rapport à leurs pairs, secteur par secteur. Et donc, là, ce qu'on regarde, c'est le percentile dans l'industrie. Donc, c'est-à-dire plus c'est bas, plus on se trouve parmi les bons élèves de l'industrie, et plus c'est haut, plus on se trouve parmi les mauvais élèves de l'industrie. Et donc, on a pris les sociétés qui avaient l'historique sur la période que je mentionnais, 2018-2020. Donc, ça fait qu'au final, on a 564 sociétés réparties sur ces 11 secteurs. Et donc, secteur par secteur, on regarde le plus mauvais de la classe, enfin, le plus mauvais de la classe, le meilleur de la classe, puis après, on regarde les percentiles 25, 50, 75 et la moyenne. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que ça nous permet de voir comment, quelle est la dispersion quelle est la forme de la distribution de la population. Est-ce que tout le monde est plutôt autour du même point? Est-ce qu'il y a une dispersion qui est importante? Est-ce qu'il y a des différences de dispersion entre les différents secteurs? Donc c'était pour voir ça. Ce qui est intéressant, la première information, c'est qu'on voit que quel que soit le secteur, les sociétés européennes sont dans le premier quintile. Si on regarde la médiane, pour faire simple, la médiane ou la moyenne, on est autour du premier quintile, autour de 20%. Donc c'est-à-dire que quels que soient les secteurs, on voit bien que cette prise de conscience, elle a été probablement en premier lieu réalisée en Europe, et que les sociétés européennes, chacune dans leur secteur, ont plutôt tendance à être parmi les bons élèves. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour ça que je parle de bilan en demi-teinte, parce qu'il y a quand même des éléments positifs, et puis après, il y a des éléments qui, de toute évidence, doivent nous faire prêter attention sur quelques sujets. Moi, ce qui m'a interpellé, la première chose, c'est que quand on regarde, après, ce qu'on a fait, c'est quelque chose de très très simple. On a fait une photo à fin 2018, une photo à 2022, et il se trouve que l'article, on l'a fini un petit moment, donc ça a été fait les données étaient à fin avril, donc on n'a pas encore, on a les données du Covid-19, mais on n'a pas les données dedans de la guerre en Ukraine, typiquement. Donc on a deux photos, et on regarde ce qui s'est passé entre ces deux photos. Simple. Juste voir quelle est la progression. Et donc là, vous avez encore les 11 secteurs, bon, c'est un peu plus lisible, là vous avez les 11 secteurs de la classification ICB, et après il y a une catégorie qui est All Sectors, donc c'est qu'on a pris les 564 sociétés dans l'ensemble pour voir comment, au niveau global, l'évolution se fait, l'évolution du système se fait. Et donc ce qui est intéressant de voir, si on commence par le global, c'est que sur le premier indicateur, qui est ce qu'on appelle le ESG Risk Score, qui est un indicateur composite, qui est un indicateur de risque, donc plus c'est élevé, moins c'est bien, c'est-à-dire plus il y a de risque, plus c'est bas, mieux c'est. Et donc là, on voit bien que, et donc c'est composite au sens où on prend à la fois les dimensions E, S et G, on prend tout ensemble et on regarde ce que ça donne. Et donc là, ce dont on s'aperçoit, c'est que si on prend toute l'industrie, on a bien effectivement sur la période une baisse de l'ordre de 10%. Alors encore une fois, c'est une baisse qui n'est pas monstrueuse, mais on observe malgré tout une baisse de l'ordre de 10%. Donc là, encore une fois, vous avez le minimum, maximum et percentile 25, 75, etc. pour voir quelle est la dispersion et voir, comme je le disais tout à l'heure, la dispersion non seulement intersecteur, mais aussi intrasecteur, au sein des secteurs. Donc on voit bien qu'il y a sur le global une baisse de l'ordre de 10%. On voit malgré tout qu'il y a certains secteurs qui ont des baisses qui sont plus significatives que d'autres, et certains secteurs où, de façon générale, dans tous les secteurs, il y a une dispersion qui est assez grande. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il y ait une dispersion assez grande, parce que c'est précisément sur ça que les acteurs de la gestion d'actifs vont pouvoir agir pour justement jouer le rôle de catalyseur, hein, pour essayer de porter les bonnes pratiques.
et je le mentionnais tout à l'heure, je ne suis pas allé plus loin sur le greenwashing. C'est bien le sujet. Pourquoi c'est important de parler de tout ça aujourd'hui? Parce que le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y ait une sorte de recul, parce qu'il y a une couverture médiatique et un risque de réputation associé justement aux pratiques de ESG, qui fait que certains acteurs dans le système risquent aujourd'hui de ne plus communiquer sur les avancées qu'ils peuvent faire sur le sujet. Donc ça, c'est un problème, parce qu'encore une fois, on est sur un sujet qui est tellement complexe qu'il va falloir collectivement co-construire une solution. Et si une partie des forces vives se retire du jeu, c'est autant d'intelligence collective qu'on risque de perdre. C'est pour ça qu'il faut, en repartant, je pense, de la base, de choses simples, en repartant de données sur lesquelles on commence à avoir un peu plus de confort, d'essayer de voir ce sur quoi on va pouvoir capitaliser pour vraiment faire avancer les choses, et espérons-le, le plus efficacement et le plus rapidement possible. S'il vous plaît. Oui. Le moins 10%, c'est la baisse de risque, c'est comme ça? Oui, absolument, pardon. Le moins 10%, c'est grosso modo sur l'indicateur ESG, qui est un indicateur encore une fois global, c'est qu'on a, par rapport à un niveau qui était celui de 2018, en avril 2022, on avait eu une baisse de ce niveau de risque, donc une amélioration de l'ordre de 10%. Ça ne vous dit pas d'où on part. Et ce risque, ce n'est pas tout à fait une sorte d'inverse de la notation. Le micro. Au final, enfin, la notation, en fait, ça va dépendre des fournisseurs d'indices. Certains vont vous donner une note qui va être plutôt, plus on a une bonne note, plus ça veut dire qu'on a été un bon élève. Là, en l'occurrence, dès lors qu'on passe en mode risque, on inverse effectivement l'échelle de valeur, et donc là, on passe en mode risque. Donc plus le risque est élevé, et moins c'est favorable, quoi. Petite question. Le micro, vous l'avez déposé? Le micro est où? Il est là? Voilà. Allez-y. Deux petites questions de clarification. Oui. D'une part, à vous entendre, on se demande si ce que vous appelez la notation ESG est bien une notation. Une notation crédit, c'est on évalue le risque de ne pas rembourser. Je ne suis pas sûr qu'une notation ESG évalue quoi que ce soit à l'heure actuelle, en tout cas les scorings ESG. On pourrait faire quelque chose, mais pour l'instant, il n'y a pas. Et le deuxième point, quand vous dites qu'il faut repartir sur de bonnes bases, est-ce que vous dites que finalement, les scorings ont été utiles pendant 5, 10 ans, 15 ans, mais que maintenant, il faut prendre d'autres données et franchement, travailler sur d'autres choses? Juste ces deux précisions que j'ai. Le premier point, alors ça va encore une fois, comme je le disais à l'instant, dépendre des fournisseurs d'indices. Il y en a certains de rating, il y en a certains qui vont donner, comme je disais, des notes en étant plutôt axés sur la dimension risque, en partant du principe qu'on est face à un risque systémique et donc il faut voir dans quelle mesure on porte des risques quand on investit dans une entreprise. Et donc là, on le voit parce que c'est du côté risque comme étant quelque chose de négatif. Donc, on n'est pas en train de donner une note au sens le AAA, c'est ce qu'il y a de mieux, et donc on est face aux meilleurs élèves. Là, on est plutôt dans une forme d'inversion. On est face à un risque, et donc celui qui porte le plus de risque, c'est celui qui a la note la plus élevée. Mais encore une fois, là, pour le coup, c'est parce que je suis sur une base qui s'appelle Sustainalytics. Quand on va regarder sur une autre base, et c'est d'ailleurs un peu un des sujets, une des raisons probablement de la dispersion entre les ratings des différentes bases, c'est que tout le monde ne définit pas exactement les différents paramètres de la même chose. ESG, ça veut à la fois tout et rien dire. Et donc chacun est parti avec sa propre vision du sujet, a mis en place des indicateurs. Au début, beaucoup sur des bases de modèles, puis là on commence à collecter plus d'informations. Les entreprises, encore une fois, c'est vraiment un jeu global où on a des entreprises qui vont remonter en fonction des données qui remontent. En fonction des données qui montent, on alimente les modèles, on voit ce que ça donne. Et on est en train petit à petit de converger. Chaque provider de son côté est en train de converger vers quelque chose où je dirais la marge d'erreur diminue progressivement. On part de très loin et petit à petit, chaque indicateur donne un peu plus d'informations, un peu moins de bruit. Par contre, on est encore probablement dans une situation où tout le monde n'ayant pas la même vision du sujet ne regarde pas exactement la même chose. Et là, tout à l'heure, je vous parlais de l'ESG et je ne vous parle même pas du carbone. Alors le carbone, quand on regarde les données, c'est troublant. Je comprends qu'il est beaucoup plus neuroergonomique d'appréhender le sujet global, systémique de l'ESG par un facteur, d'une certaine manière, qui est le carbone.
Je comprends que c'est aussi beaucoup plus ergonomique de dire in fine, on réduit tout à une question de température, super, mais je ne suis pas certain que ce soit véritablement ce qui permette de comprendre les ressorts du problème auquel on fait face. Et quand je regarde les données carbone des différents providers que j'ai pu manipuler, on peut se demander parfois si on observe le même phénomène. Autant là, ce que je montrais tout à l'heure, on voyait bien que c'était le même phénomène qu'on regardait. Là, on voit bien que c'est diffus, on voit que c'est très, très bruité, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui commence à se dessiner, où il y a une forme je dirais de commonalité dans l'information qui est donnée par les différents providers. Autant sur le carbone, c'est pas encore clair. Donc voilà, je pense il faut effectivement être vigilant sur le fait que les données qui sont fournies par les différents fournisseurs ne sont pas nécessairement porteuses de la même information et ne sont pas nécessairement non plus porteuses de la même quantité de bruit. Donc c'est là où, pour ça que je parlais de mettre les mains dans le cambouis et de revenir à la base, c'est de véritablement regarder ce qu'on manipule. Il ne suffit pas d'avoir 5 bases et de dire j'ai toutes les bases et donc je suis couvert. Voilà. C'est un peu comme si vous prenez une moto, vous avez votre casque mais vous le mettez derrière. Bon, c'est mieux de le mettre sur la tête, quoi. Et c'est un peu le même problème. Il faut repartir à la base. Le casque, on le met pour protéger la tête. Les données, on les a pas juste pour les avoir. Le SG, on l'a pas juste pour collecter des encours. On est en train d'essayer de résoudre un problème systémique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut essayer de faire en sorte de ne pas confondre la fin et les moyens. Et donc là, encore une fois, c'est très spécifique. La base, je l'ai inscrit en dessous, c'est vraiment les données de la base Sustainalytics que nous, on a choisi pour tout un tas de raisons et qui nous donne ces résultats. Encore une fois, il faut obligatoirement aller plus loin, prendre les autres bases. L'idée, c'est de voir, je pense, encore une fois, face à un phénomène complexe, il y a tellement de choses qui dépassent notre entendement qu'il faut commencer, il faut être réaliste et essayer de voir si on trouve des points communs, encore une fois, des invariants dans les phénomènes, quand on regarde différentes bases sur différentes périodes pour essayer de voir ce qui véritablement est quelque chose sur lequel on peut construire. Donc, ça peut paraître tardif, mais je pense qu'on est à ce moment où on peut le faire plus facilement parce qu'on a des données qui commencent à être de meilleure qualité. Donc juste avant, c'était le risque global ESG. C'est une sorte de pot pourri, mais bon, c'est comme ça que c'est pas une note, c'est un risque. Plus c'est élevé, moins c'est bon. Donc on a vu que ça avait baissé, a eu tendance à baisser, donc ça c'est plutôt positif. En revanche, c'est pour ça, encore une fois, que je parle de bilan en demi-teinte. Quand on rentre un peu dans les détails, en fait, ce risque global, il est décomposé par une quantité de risque, et c'est ce qu'ils appellent l'exposition totale au risque. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur le graphique. Et on le verra par la suite. Il y a non seulement la quantité de risque auquel on est exposé, mais aussi la façon dont on traite ce risque. Est-ce qu'on traite toute la quantité de risque auquel on est exposé? Il y a une partie qui est gérable. Et est-ce que cette partie qui est gérable, on la gère effectivement? Est-ce qu'on montre qu'on est concerné par le sujet, qu'on fait en sorte d'améliorer les choses? Et on s'aperçoit que sur la partie quantité de risque globale, si on regarde encore une fois l'industrie prise dans son ensemble, on s'aperçoit qu'on est à zéro. En fait, quand on a une baisse de 10% du risque ESG, en fait, on s'aperçoit que cette baisse de 10%, elle n'est pas due à une baisse de la quantité de risque. Ce qui, d'une certaine manière, me rappelle, il y a tout un tas de graphiques qui sont intéressants sur le sujet. Quand on parle de transition énergétique, c'est hyper intéressant parce qu'on a intuitivement, on visualise intuitivement une sorte de transition d'un type d'énergie à un autre, alors que quand on regarde, en fait, depuis 150 ans, enfin, depuis le début de la révolution industrielle, on s'aperçoit une chose, c'est qu'il y a effectivement eu disons, l'énergie primaire qui a évolué à mesure qu'on a eu des révolutions industrielles, mais on n'a jamais abandonné les énergies précédentes. On a juste accumulé de plus en plus d'énergie, différentes sources. Et d'une certaine manière, la question qu'on peut se poser, c'est si on n'est pas finalement face au même type de phénomène, ou dit autrement, je le disais tout à l'heure, l'objectif final, qui est un objectif ambitieux, très clairement, qui est de passer d'un point d'équilibre à un autre. La question qu'on peut se poser pour l'instant, c'est si la baisse qu'on a vue juste avant, de moins 10%, n'est pas simplement le fait d'une rotation autour d'un point, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le même point d'équilibre et qu'on fait des petits ajustements à la marge, ou si effectivement on est en train d'amorcer une transition vers un autre point d'équilibre. Ça, c'est la question qu'on peut se poser, mais c'est pour ça qu'encore une fois, c'est bien d'avoir des chiffres pour regarder un peu plus dans le détail. Cette fois encore, on s'aperçoit qu'il y a une grande dispersion entre les secteurs, une grande dispersion au sein des secteurs. Alors, les questions, on les prend normalement à la fin.
exposez, est-ce qu'il n'y a pas un effet de type? Par exemple, vous voyez le risque global de ESG va baisser. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que tout le monde s'y met? Donc, automatiquement, votre risque ESG va tendre vers le risque général. Vous voyez ce que je veux dire? Comme imaginez-vous un effet de taille lié au fait que tout le monde se met à cette notion au bout du compte. Là, clairement, c'est un peu l'idée. En fait, c'est précisément ce type d'effet qu'on essaie d'avancer d'ailleurs. Et là, effectivement, il va y avoir des effets de lead lag. C'est-à-dire que l'idée, c'est précisément, quand je parlais tout à l'heure de la responsabilité des uns et des autres de communiquer sur un certain nombre de choses, c'est précisément pour créer cet effet de lead lag. C'est la prise de conscience d'un sujet. Ah, on peut optimiser ça, on va le faire. En optimisant ça, on va faire avancer sur un pan. Et ça nous permettra potentiellement de découvrir d'autres choses qui nous feront avancer et d'accélérer d'une certaine manière l'énergie cinétique accumulée par le système. Mais c'est effectivement, on essaie d'avancer une pompe quelque part. Et alors, je vais y revenir juste après, ça c'est une vision qui est ultra simpliste. Je rencontre d'autres indicateurs qui sont un peu plus pas sophistiqués, mais qui vont un petit peu plus loin, mais qui montrent tout le même type de phénomène. Donc on a une baisse du risque global ESG. Cette baisse, manifestement, ne s'explique pas par la quantité de risque global auquel on est exposé. En revanche, le sentiment que ça donne, bon, vous verrez, c'est l'ordre de moins 20 pour ça ici. Alors, en fait, c'est ça le paramètre qui va être vraisemblablement la principale explication, et ça en vient précisément à votre point, sur les raisons de la baisse. On n'a pas de baisse de quantité de risque. En revanche, là, vous avez sur ce graphique ce qu'ils appellent le management score. Et le management score, c'est d'une certaine manière le ratio entre la quantité de risque auquel on est exposé et qu'on peut gérer. Et sur cette quantité de risque qu'on peut gérer, quelle est la proportion qu'on gère effectivement? Est-ce que sur 80% du risque qui est gérable, j'en gère 80% ou 10%? Et donc là, on est effectivement sur, on identifie quelque chose, est-ce qu'on le traite? Plus c'est élevé, là pour le coup, plus c'est élevé, plus c'est positif. Parce que ça veut dire qu'on est en train de gérer une quantité plus importante du risque qu'on peut gérer. Et on s'aperçoit qu'il y a une progression lors de 20% de cet indicateur sur l'industrie. Donc ça donne vraiment le sentiment qu'en réalité, on est. Et donc là, on voit que pour le coup, ce qui est intéressant, c'est toujours la même chose, c'est de voir s'il y a une sorte de vague qui se lève et même si on a de la dispersion entre et inter et intrasecteur, c'est de voir malgré tout si on n'a pas une tendance générale. Et on voit malgré tout, on a une tendance générale à l'amélioration. Là, on a une hausse de l'ordre de 20% de ce fameux management score, qui vraisemblablement est la raison pour laquelle on a une baisse de 10% du risque ESG. Donc on ne baisse pas la quantité de risque, mais par contre, on commence à être plus conscient des risques auxquels on s'expose, et par conséquent, on commence à être un peu plus en mesure de gérer les risques auxquels on s'expose. C'est un peu l'idée qui ressort. Alors, dans les articles, on va beaucoup plus loin, mais là, pour des raisons de temps, je vais aller un peu plus vite, me concentrer que sur certains indicateurs qui me semblaient intéressants. Là, on regarde non plus l'ESG, mais l'indicateur global du risque E, juste le pilier E. Et quand on regarde juste le pilier E, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'au niveau global, on est plus ou moins flat. Quand on regarde le pilier S, on a une légère amélioration. Et quand on regarde le pilier G, c'est là où l'amélioration est la plus forte. Le cynique pourrait dire que c'est précisément la dimension qui est la plus facile à modifier et à maquiller. Voilà. C'est intéressant de voir ce genre d'éléments pour s'apercevoir, et on voit encore une fois la différence. Alors, malheureusement, ça plaide pas en notre faveur, mais c'est sur le secteur financier que l'amélioration est la plus significative, suivie de la santé. En tout cas, on s'aperçoit que, et c'est important, c'est toujours la même chose, hein, c'est de voir dans quelle mesure les améliorations qu'on a ne sont pas des améliorations en trompe-l'œil. C'est un peu le sentiment que ça peut donner dans certains cas. Encore une fois, là, on est sur des grandes masses. Ça ne veut pas dire que on voit ça au niveau de chaque entreprise. Et effectivement, il y a forcément dans chaque secteur des bons élèves, des moins bons élèves. Là, on regarde la grande masse parce qu'au final, c'est au niveau des grandes masses que va se jouer le changement d'équilibre dans le système. Mais c'est important d'avoir ça en tête. Après, là, je vais aller plus vite sur les indicateurs suivants, mais je regarde finalement les mêmes éléments. Donc, on regarde le ESG Risk Score, le Overall Risk, le Management Score et la dimension E. Sauf que là, au lieu de regarder juste de prendre une photo entre deux points, ce qu'on regarde, c'est un indicateur qu'on utilise notamment en analyse technique, en finance. Ça donne une notion de force de la tendance derrière un phénomène.
très simple, c'est on compare des moyennes mobiles un peu particulières, mais en substance, c'est de voir dans quelle mesure le mouvement est en train d'accélérer ou pas dans un sens ou dans un autre. Et donc là, ce qu'on voit, on revoit bien une baisse globalement du niveau du risque général. En revanche, ce qu'on voit, c'est que cette baisse, elle s'est faite essentiellement 2020 jusqu'à mi-2021, fin 2021, et que depuis, on a une stabilisation. On voit que cette baisse, vraisemblablement, elle a été expliquée par l'augmentation du management score, et que lui aussi est en train de stabiliser. On voit que la quantité de risque, elle est en train d'augmenter sur certains secteurs, et de façon, de toute évidence, on n'est pas dans une phase de réduction structurelle du risque. Et on voit que la dimension E, cette dimension, le noir avec le triangle, c'est le secteur, tout l'échantillon, donc toutes les industries confondues. Et donc là, on voit bien que on ne voit pas véritablement de mouvement fort sur le pilier E. On le voit plus sur le pilier G, comme je le disais tout à l'heure. Là, je vais un peu plus vite. La question qu'on s'était posée ensuite, c'était de voir dans quelle, encore une fois, la collecte sur des fonds ESG, c'est très bien si ça donne la puissance nécessaire aux acteurs qui gèrent les fonds ESG de jouer un rôle de catalyseur, comme je dis. Et donc, ce qu'on a voulu voir, c'est si au niveau global, on commençait à voir des mouvements au niveau global dans le marché qui pouvaient laisser penser que l'investissement ESG commençait à vraiment avoir un impact sur le marché. Et là, encore une fois, on est parti sur des choses très très simples pour voir les grandes masses. Et donc, on a pris les sociétés qui sont dans notre échantillon, toujours les mêmes. On a regardé sur la période qui nous intéresse, donc fin 2018 jusqu'à 2022, quelles sont celles qui ont vu, en termes relatifs, leur capitalisation boursière augmenter le plus, et celles qui ont augmenté le moins. On les a ensuite triées par tiers. Donc, le tier 1, c'est celles qui ont été discriminées par le marché, c'est-à-dire qu'elles ont vu leur capitalisation boursière évoluer moins vite que celle du marché, et le tier 3, c'est celles qui ont vu leur capitalisation boursière augmenter plus vite que celle du marché, en termes relatifs, encore une fois. Et donc, ce qu'on voit, encore une fois, si on regarde uniquement all sectors, donc tout le secteur, c'est que de façon générale, sur les différents paramètres, donc là j'ai repris les mêmes, ESG Risk Score, l'exposition, le management score, et on ne voit pas, mais c'est le E, on s'aperçoit que quand on regarde les grandes masses, on est quand même sur des choses qui montrent que le profil des entreprises qui ont été discriminées positivement ou négativement par le marché est plus ou moins le même, quel que soit l'indicateur. En substance, si je retourne la chose, on ne voit pas véritablement, en tout cas au niveau global, d'impact significatif des critères ESG. En revanche, quand on rentre un peu plus dans le détail, on voit des choses qui sont intéressantes, qui peuvent paraître contre-intuitives. J'en parlais tout à l'heure, juste avant de la présentation. Comme on dit souvent, l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions, et les solutions qui paraissent évidentes et faciles ne sont pas toujours les plus efficaces, ou celles qui en tout cas nous permettent d'aller dans le sens qu'on voudrait avoir. Je pense notamment à une problématique qui est celle de la stratégie d'exclusion. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire je n'investis absolument pas dans les entreprises qui touchent de près ou de loin au carbone. Bon, bah, c'est le joker quelque part. Et en une minute, on nous a expliqué que l'objectif, c'est la décarbonification. Bah, je n'investis pas dans le carbone. Bon, super. Sauf, le problème, c'est qu'en fait, enfin, je veux dire, on est... Bah non, ça ne marche pas, en fait. Il suffit juste de filer un petit peu, de pousser un peu la réflexion pour se rendre compte qu'en fait, on aboutit assez rapidement dans une impasse. Enfin, je veux dire, je comprends, c'est super, on peut parler d'énergie renouvelable. On dit, on ne va plus du tout faire de matières premières, on ne va plus du tout faire d'énergie. Okay. Après, très bien, mais les panneaux photovoltaïques, on va les faire comment si on n'a plus d'acier, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'or, on n'a plus de cobalt, on n'a plus de lithium, on ne fait plus rien en fait. Donc le sujet, c'est pas de dire on arrête tout, le sujet c'est de dire on en est là aujourd'hui, notre système socio-économique s'est organisé de telle sorte qu'on utilise ces différentes industries, ces différentes entreprises, on a envie d'aller là, comment on fait pour passer de là à là? Et c'est pas raisonnable, et je dirais c'est pas responsable de simplifier les choses au point de dire j'investis plus du tout dans le carbone. Le problème, c'est que c'est plus facile à comprendre, et donc ça, nécessairement d'un point de vue marketing et donc de collecte d'encours, c'est beaucoup plus puissant.
Mais on le verra par la suite, ça ne fait pas vraiment avancer Schmilblick. Et un des sujets, ça se voit, parce que nécessairement, il est évident que le premier secteur sur lequel on va voir ce type d'effet, ça va être l'énergie. Et sur l'énergie, autant on ne voit rien sur tous les secteurs pris dans leur ensemble. Par contre, on voit des choses qui ne sont pas inintéressantes sur l'énergie, sur les industriels un peu moins et sur les matières premières aussi. Là, on voit quoi? On voit une progression. On voit une progression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui ont été les plus favorablement accueillies par le marché sont celles qui ont en réalité les risques les plus élevés. D'un point de vue ESG, on voit que si on regarde là, sur les expositions énergie, celles qui ont été discriminées positivement, c'est celles qui en réalité ont les performances en termes d'exposition au risque sont les moins bonnes. Si on regarde même sur l'énergie, là on est sur la dimension écologique, on retrouve le même pattern. Et on retrouve après le même genre de choses sur les materials. Et par contre, on trouve un autre phénomène qui est intéressant sur les utilities, qui est un phénomène inverse. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on voit tout de suite l'effet comment ça s'appelle, de la stratégie d'exclusion, parce qu'en fait, on est en train de faire quoi? On est en train de sortir des sociétés qui étaient détenues par les plus gros portefeuilles, puisqu'en fait, les plus gros institutionnels qui, justement, ont cette problématique d'échanger avec notamment le retail et donc de faire la promotion du décarboné, ont pu massivement sortir d'acteurs, et en fait, ils sont sortis des acteurs qui étaient ceux qui, du point de vue des données qu'on peut avoir, sont en réalité ceux qui font les efforts les plus grands. Et donc, ce n'est pas aussi simple de dire on sort de l'énergie, parce qu'en réalité, un, on a besoin d'énergie, et deux, ce n'est pas ceux qui ont l'air d'être les plus méchants aujourd'hui qui sont en réalité les plus méchants, et ce n'est pas ceux qui ont l'air d'être les plus gentils aujourd'hui qui sont en réalité ceux qui nous aident le plus à aller sur la bonne trajectoire. Bon. Après, je vais faire plus vite. Après, ce qu'on avait regardé, c'était pareil, dans les mesures, de voir dans quelle mesure, non pas ceux vers qui on est allé, donc ce n'est pas ceux qui... comment expliquer? Là, ici, ce qu'on avait voulu voir, c'est de voir dans quelle mesure ceux que le marché avait favorisés étaient ceux qui avaient vu leur profil de risque le plus s'améliorer. Et là, on retrouve la même chose si on regarde, par exemple, l'énergie. Donc ça, ce sont les sociétés qui ont le plus été discriminées négativement par le marché. C'est ceux que le marché a plus vendu que les autres. Et bien, en réalité, c'est celles qui ont vu leur risque ESG le plus s'améliorer. On retrouve le même type de phénomène. Et quand on regarde les utilities, ce qui est intéressant, c'est quand on creuse un peu, on s'aperçoit que une partie de l'activité des améliorations qu'on trouve, c'est en réalité des sociétés, ça provient de sociétés qui ont vendu et qui ont sorti du coup de la cote des activités qui étaient des activités marges. Donc en fait, le verdissement s'est opéré non pas au travers d'une amélioration de la pratique, simplement la sortie du scope, c'est plus visible. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de regarder les données pour comprendre vraiment les effets globaux. Est-ce qu'il n'y a pas d'hypothèse sous-jacente que la performance boursière volatile est liée essentiellement à des flux? Alors là, effectivement, en fait, l'évolution, puisqu'on va regarder l'évolution de la capitalisation boursière, donc c'est vraiment une première approche en grande masse, on mélange effectivement deux effets. On mélange un premier effet qui est un effet de marché globalement, et après un effet de performance. Le marché, est-ce que le marché monte dans son ensemble et est-ce qu'il monte plus à un endroit qu'à un autre? Donc on a effectivement des effets qui sont des effets de bord. C'est pour ça qu'en fait on regarde plus au niveau des grandes masses, parce que la seule chose c'est un peu la même problématique qu'on a typiquement, je parlais tout à l'heure de la Covid. C'est un peu la même problématique quand on essaie de comprendre certains phénomènes. On peut soit essayer d'aller dans le détail et de regarder décès par décès la cause de la mort, en étant confronté nécessairement à la problématique de la classification. Est-ce que c'est avec, de, à cause de, etc. Ça, il y a une forme comment dire, de bruit autour de l'information qu'on ne peut pas réduire, parce qu'on ne sait pas in fine ce qu'il en est. En revanche, la seule chose dont on est sûr, c'est que la personne, elle est morte. Donc on sait que ce n'est pas propre, mais c'est une première approximation. Là, c'est évident qu'il faut aller plus loin et il faut gommer progressivement les effets pour voir si on voit apparaître des choses. Là, c'est vraiment une première approche pour essayer de voir si on commence à voir apparaître des choses. Alors, je vais accélérer parce que je pense qu'en termes de temps, je ne suis pas top. Voilà. On a aussi quelques questions qui nous sont arrivées. Ce n'était pas ce qui était prévu, mais c'est vrai que face à de la mathématique et à des statistiques, je pense que c'était important de donner la parole. Alors, rapidement, un point positif, c'est un point qui me semble important. On a souvent tendance à opposer finance et ESG, comme si la finance, et en particulier l'homo economicus,
ne pouvait pas intégrer les critères ESG. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il n'y a rien qui l'en empêche. Et notamment, il y a une chose, il y a une idée qui, à mon sens, est fausse et qu'on voit souvent, notamment dans la littérature académique, qui est l'idée que les facteurs de risque dans le marché sont, d'une certaine manière, préexistants à l'action des agents dans le marché. Et je pense que c'est complètement faux. Je pense que au contraire, les primes de risque, ce sont des constructions sociales. C'est purement des constructions sociales. À partir du moment où, collectivement, il est décidé qu'une chose est désirable et qu'une autre ne l'est pas, et que les flux, de façon collective et persistante, se dirigent en conséquence de cette appréciation de ce qui est désirable et pas vers tel ou tel actif et se détournent de tel ou tel autre, c'est là où on crée une surperformance, qu'on va derrière parce qu'elle est persistante et qu'on peut la rapprocher à un comportement, on va l'associer à un facteur de risque. Mais les facteurs de risque ne préexistent pas. C'est pour ça qu'on a commencé avec le facteur de marché, puis après on s'est dit, bah, tiens, il n'y a pas que le marché, il y a la taille, il y a la value, puis après on s'est dit, bah, tiens, on peut peut-être mettre du momentum, puis après on a mis un petit peu de liquidité, puis après du sentiment. Enfin, on peut, à partir du moment où collectivement, et ça c'est un point sur lequel j'insiste souvent, mais en fait la finance, c'est d'une certaine manière le passif de la société. Il y a un actif, il y a un passif. Notre système socio-économique, il a besoin d'être financé. Celui qu'on voit tous les jours, c'est l'actif, mais cet actif, il est financé avec un passif. Et les marchés financiers, c'est une partie de ce passif. Et donc, il y a une relation, disons, symbiotique doit y avoir une relation symbiotique entre les deux. Donc, il n'y a pas d'opposition majeure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors je vais aller vite sur le modèle, mais ça, c'est encore un truc que j'ai vu sur Internet et que je trouvais très, très bon. Ça fait une vingtaine d'années que je construis des portefeuilles avec des actifs qui sont plus ou moins exotiques. Et du coup, c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on va sur des actifs exotiques d'aller chercher ce qui se passe dans les queues de distribution, d'utiliser des modèles de plus en plus sophistiqués. Et force est de constater que si on veut publier, il y a un moment où il faut mettre de la complexité pour donner une sorte de crédit, de sérieux. Bon. Après 20 ans de travail sur le sujet, mon sentiment, c'est qu'il vaut mieux beaucoup de bon sens et un peu de technique que beaucoup de technique et un peu de bon sens. Ça, c'est un autre sujet. Et donc là, je vais parler d'une approche qui me paraît très simple et qui permet de répondre à des sujets qui, en fait, sont relativement profonds. Il y a deux choses qu'on fait quand on construit des portefeuilles. Il faut voir en fait que l'Homo economicus, c'est un agent omniscient, hyper calculateur, qui va optimiser en permanence ses positions pour maximiser sa performance à ajuster du risque. Voilà. Il y a deux choses qui m'ont souvent interpellé et on va apporter une réponse aux deux. La première, c'est qu'en réalité, quand on regarde le futur, on a bien conscience que le champ des possibles est très grand. Et on a bien conscience que selon les décisions qu'on va prendre, on peut se retrouver très haut ou très bas. Et donc, on va, je dirais, associer les différents phénomènes qu'on va voir à une marge d'erreur qui va tenir compte de cette incertitude. En revanche, on oublie complètement que le passé était aussi incertain que le futur. Mais quand on fait de l'optimisation de portefeuille, on regarde le passé comme si c'était une certitude. C'est-à-dire qu'on ne considère finalement qu'une seule trajectoire, qui est celle-ci, et on regarde tous les paramètres passés comme étant des certitudes. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais en tout cas, historiquement, c'est comme ça qu'on faisait. Et du coup, ça amène à un sentiment. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle le biais de rétrospective. C'est-à-dire que ça paraît, dès lors qu'on a fait quelque chose, ça paraît évident que ça devait arriver. Tout le monde avait prédit l'arrivée du Covid-19, tout le monde avait prédit tout, quoi. Et c'est toujours la même chose. C'était évident que ça arrivait, c'était évident qu'il fallait vendre. Et ceux qui ont vendu, en fait, ils ont perdu de l'argent. C'était évident que Trump n'allait pas gagner. Ceux qui ont eu raison, c'est ceux qui ont perdu de l'argent. C'est rarement dans le feu de l'action aussi évident que ce qu'on peut croire. Bon, ouais. Et donc ça, c'est un premier sujet. Ce qui veut dire que quand on fait de la construction, quand on manipule les données, il y a toujours, même sur les données passées, besoin d'avoir un peu de prudence, d'où la modération dont je parlais tout à l'heure. Et la deuxième chose à laquelle on ne pense pas trop, je vais aller vite, c'est peut-être pas les sujets qui vous préoccupent le plus, c'est un petit pas de côté sur comment on construit le portefeuille. Mais en fait, on est dans un monde, mais ceci dit, je pense que c'est un des sujets qui est au cœur de la problématique de notre système socio-économique, qui est hyper productiviste et qui est dans l'optimisation permanente. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment avec le Covid-19, que l'optimisation, elle a un pendant plus noir qui est la fragilité. Optimiser, c'est adapter un système à un jeu de données particulier. Ce qui n'est pas un problème quand on est dans un monde relativement stationnaire, qui est le monde dans lequel la révolution industrielle s'est faite. Ce qui a permis la massification, ce qui a permis tout un tas de choses. Sauf qu'on voit bien qu'on est dans un monde qui est de plus en plus, qui bouge de plus en plus. Et à partir du moment où on bouge de plus en plus, cette force que nous apportait l'optimisation crée une fragilité
qui peut faire que des systèmes hyper complexes, avec un grain de sable, vont tomber. Et donc, c'est un sujet qu'il faut aborder, et notamment quand on fait de la construction de portefeuille, on ne regarde qu'une seule chose. C'est-à-dire que là, je parle d'une analyse combinatoire, parce que ça, en fait, l'approche, c'est une sorte de tarte tatin. C'est-à-dire que je regardais cette approche pour toute autre chose, et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être utilisé de la même manière pour l'ESG. Je le regardais pour justement travailler à rendre moins fragiles les portefeuilles. Un portefeuille, quand on fait de l'optimisation, et aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis, c'est que tout le monde peut avoir facilement accès à des outils d'optimisation sans se rendre compte des conséquences que ça a quand on fait tourner l'optimiseur. Et en fait, l'optimiseur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde toutes les combinaisons possibles, quelque part, pour faire simple, et il va nous en sortir une seule. Et celle-ci, là, donc ça, c'est la distribution de tous les portefeuilles possibles avec les ratios de charge, donc performance ajoutée du risque, et il va dire, bah, tiens, c'est celui-ci que tu vas prendre. Donc moi, au début, je trouvais ça génial. Et sauf qu'en fait, on s'aperçoit en pratique que ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien parce que ces portefeuilles, là, j'ai donné quelques exemples, ils ont tendance à être super concentrés. Et donc, tant qu'on reste dans un monde qui ressemble à celui sur lequel on a fait tourner les données, c'est génial. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les portefeuilles de la plupart des investisseurs ces 10 dernières années. À chaque fois qu'il y avait des réinjections, c'était le même joueur joue encore. Et donc, on avait toujours les mêmes gagnants. Et donc, on avait une concentration des portefeuilles. Donc, on a une concentration massive sur toutes les valeurs de croissance, sur la technologie. Donc là, aujourd'hui, il y a un autre problème qui est sur le private equity, sur d'autres choses, mais ça, c'est un autre sujet, qui est plus sur un problème de liquidité. Là. Mais on voit bien c'est toujours plus jusqu'au moment où on contre le mur, et là, on change. Et donc, une façon de répondre à ce problème, c'est de dire, bah, plutôt que de regarder que ce portefeuille, on va essayer de voir ce qui se passe un peu plus loin, c'est-à-dire sur tous les portefeuilles qui, statistiquement, ne sont pas différents de l'optimum. Et en regardant ça, je me suis dit, bon, logiquement, on devrait avoir un chemin un petit peu direct qui nous permet d'arriver vers la solution. En fait, ce n'est pas du tout ce qui passe. On s'aperçoit qu'en réalité, dans l'équipe de distribution, bien souvent, il y a différents portefeuilles qui donnent le même type de résultats, mais en étant construits radicalement différents. Ce qui est intéressant par rapport à la problématique ESG, parce qu'on voit bien qu'un système complexe peut se réorganiser et en se réorganisant, potentiellement donner des résultats qui sont équivalents à plein d'égards, mais bien meilleurs sur la dimension qu'on veut améliorer. Bon, bref. Et donc, j'ai utilisé cette méthode qui nous permet finalement de dire, bah, tiens, moi, au lieu de prendre un portefeuille, je vais prendre tous les portefeuilles qui vont être, pour l'homo economicus, qui vont être indifférents. Bon, je vous passe, on a fait sur tout un tas d'indicateurs de risque. Je pense que c'est plus l'ESG. Alors, ça, c'est intéressant de voir qu'il suffit d'introduire un nouvel actif un peu différent pour changer complètement l'équilibre. Ça, c'est important parce que c'est précisément ce qu'on essaie de faire sur l'ESG. Là, on avait juste cette distribution gaussienne tout à l'heure. On introduit un indice là, enfin, on introduit là en l'occurrence un actif qui est un actif long volatilité, donc qui est orthogonal aux autres. Et qu'est-ce qu'on voit? Boum, on passe avec une distribution qui est bimodale. Et là, c'est précisément ce qu'on veut faire au niveau du système global, c'est qu'on veut passer de ce système à ce système. Et donc pour ça, on voit qu'il faut un choc. Donc la question, c'est quel choc il faut? Ça, c'est un autre sujet. Bref, rapidement, là, un point important, que je reviens sur la stratégie d'exclusion qui semble être, c'est évident que c'est la bonne solution, mais en fait, en pratique, ça ne semble pas si évident que ça. Quand on regarde, là, j'ai repris les mêmes indicateurs que tout à l'heure, donc l'exposition globale au risque, et c'est le management score. Ça. Donc on voit bien que le manageable score, pardon. Donc c'est quelle est la quantité de ce risque qui est gérable. Et donc on voit que plus il y a de risques, plus il y a de risques gérables. Et donc on retrouve sans surprise les énergies, basic materials et les utilities tout en haut. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est quand on regarde la quantité d'exposition au risque avec non plus juste les risques gérables, mais le management score, donc dans quelle mesure on est sur un secteur où il y a une prise de conscience et où on gère les risques auxquels on s'expose, là on voit une relation qui est plus du tout linéaire, et c'est là où précisément on va potentiellement avoir des choses intéressantes à faire. Et c'est là où on retrouve, sans surprise, utilities, énergie, materials. Et consumer staples aussi, qui était un des secteurs sur lequel il y avait beaucoup d'augmentation des risques. Je suis désolé, je vais un peu plus vite. Là, c'est plus mathématique, mais j'ai mis aucune formule. En revanche, ça c'est juste la matérialisation, je le montrais tout à l'heure. Donc ce qu'on a fait, c'est que l'approche combinatoire, on a regardé toutes les combinaisons possibles pour un portefeuille action avec les différents secteurs. On regarde toutes les combinaisons possibles, comment ça se passe dans le passé, et on va prendre en compte non pas une trajectoire, mais du coup toutes les trajectoires possibles. Et on va construire un portefeuille qui va nous permettre d'avoir un résultat optimal, proche de l'optimalité, mais qui sera beaucoup moins fragile que l'optimum. Et l'avantage, donc tous ces points, chaque point, ça correspond à un portefeuille. Les bleus sont les portefeuilles qui donnent les meilleurs résultats. Les rouges sont ceux qui donnent les plus mauvais résultats. L'idée, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait attribuer les différences de performance ajoutée du risque
au profil ESG des différents portefeuilles. Là, on voit très clairement que quand on change de période, donc là, on est sur 2020, donc 20 ans. Là, je prends que la période où c'est la tech qui explose. On voit que ça change complètement. Alors, je le disais tout à l'heure, on est dans la recherche d'invariants, de voir quand on fait changer les conditions, qu'est-ce qui reste suffisamment stable pour qu'on puisse savoir qu'on peut compter dessus. Et là, j'utilise aussi d'autres. Alors, j'en ai mis que deux. J'ai mis le ratio de Sharpe et le critère de Kelly. On en utilise beaucoup d'autres pour montrer que selon la période qu'on utilise, selon le critère qu'on utilise, la fonction objectif, on va avoir des résultats différents. Mais quoi qu'il arrive, le profil entre performance et ESG est pas si évident à faire. Et c'est là où j'en viens à la question du Homo economicus. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, il peut intégrer les facteurs ESG, même sans avoir aujourd'hui de facteurs pricés par le marché. Et comment il peut le faire? Tout simplement en prenant tous les portefeuilles dont on parlait tout à l'heure, qui sont optimum. Et tous ces portefeuilles, d'un point de vue économique, pour l'Homo economicus, c'est indifférent. Par contre, tous ces portefeuilles n'ont pas les mêmes risques que les autres. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, tiens, on va laisser parler les données, on ne va pas avoir une approche dogmatique, on va juste dire, bah, tiens, voyons quel est le champ des possibles compte tenu du profil ESG des entreprises qui sont aujourd'hui disponibles dans le marché. Et donc, là, pour le coup, on a utilisé un modèle de machine learning pour identifier quels sont concrètement les choix possibles dans le marché. Et le modèle, quelles que soient les périodes, quels que soient les critères utilisés, nous ressort de façon générale trois grandes stratégies, trois grands groupes. Un premier groupe qui est au milieu, qui est proche de celui de l'optimum classique, sachant qu'on l'a projeté dans l'univers ESG. Et donc ça, tous ces portefeuilles sont optimaux, mais ils n'ont pas les mêmes profils en termes de quantité de risque et de management score. Et donc on voit qu'il y a toute une partie qui vont être des portefeuilles qui sont très proches de l'optimum et donc qui ne prennent pas du tout en compte les phénomènes ESG. En revanche, il y en a deux autres qui les prennent avec deux stratégies radicalement différentes. Une première stratégie qui serait plutôt la stratégie de type exclusion, qui dit, bah, tiens, moi, je veux immédiatement montrer à mes clients que j'ai un très bon score et donc je vais uniquement aller sur les secteurs qui ont les meilleurs scores. Et donc ça, c'est une stratégie qu'on a candidement appelée une stratégie marketing. Et de l'autre côté, il y a une stratégie qui est plus difficile. Le chemin est clairement plus difficile parce que ça consiste à dire je vais prendre à court terme plus de risques. Donc, je vais avoir un indicateur qui ne va pas être bon. Par contre, je vais aller sur les sociétés dans chacun des secteurs qui vont être celles qui font avancer le schmilblick. Donc, j'aurai non pas un bon résultat immédiat. En revanche, j'aurai un impact dans le futur qui sera beaucoup plus important. Et donc, cette stratégie, on l'a appelée la stratégie à impact. Voilà. Et donc après, et donc c'est ce que je montrais, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en termes de turnover, c'est-à-dire d'efforts qu'il faut faire à l'Homo economicus pour intégrer les paramètres et avoir une stratégie plus orientée impact, on obtient un turnover, c'est-à-dire une proportion du portefeuille à modifier qui n'est pas si importante que ça. Alors c'est clair que c'est contraint, parce qu'en fait, on a contraint le modèle à rester dans le champ de l'optimalité, donc il pouvait de toute façon pas bouger de façon massive. Mais on voit bien que, pour revenir à la question de tout à l'heure, l'idée, c'est d'amorcer la pompe. C'est d'aller au plus loin possible en restant dans ce qu'on sait faire aujourd'hui, pour qu'une fois qu'on est à la limite, on repousse la limite. Et donc on voit que pour aller à la limite de ce qu'on peut faire aujourd'hui, l'effort est finalement pas si important. Je veux dire, d'effort pratique en tant que gérant. Le problème est plus marketing. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que ce n'est pas forcément en allant sur les sociétés qui aujourd'hui présentent le niveau de risque le plus bas qu'on fera effectivement avancer les choses collectivement et globalement. Et le problème, c'est comme je le disais, c'est que beaucoup, plutôt que de faire le chemin dans ce sens-là qui est de 10 à 15%, on fait le chemin dans l'autre sens qui est de 15 à 20%, ce qui a plutôt eu tendance, par rapport à ce qu'on regarde, à nous éloigner de l'objectif qu'on s'était fixé. Et la dernière question, et là je vais dire, on a repris du coup avec cette approche. On s'est demandé, bah tiens, si j'utilise cette approche avec les sociétés qu'on a aujourd'hui et qu'on utilise la dispersion intra- et intersectorielle pour voir jusqu'où on peut aller, et qu'en plus de ça, on intègre le fait que tous les risques ESG ne se valent pas, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus forts sur le E, d'autres plus forts sur le S, donc plus forts sur le G, et en prenant en compte le fait que notre objectif, c'est d'avoir de l'impact, donc c'est de jouer sur la dynamique, on a refait le même exercice que tout à l'heure en intégrant, hop, j'avance, en intégrant donc plus de dimensions. Donc on a réutilisé un modèle de machine learning pour voir, encore une fois, laisser parler les données et voir toutes choses égales par ailleurs ce qu'on peut faire. Et donc on a intégré le risque global, la quantité globale de risque, le management score et les piliers E, S et G. Et on a pris à chaque fois le niveau, la vitesse et l'accélération. L'idée étant qu'on veut aller sur des
secteurs où on peut avoir de l'impact, et pour avoir de l'impact, il faut qu'il y ait du risque qui est en train de baisser et qui est en train d'accélérer. On voit bien qu'il y a un management qui a pris le sujet à bras-le-corps et qui est en train de faire accélérer les choses. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, en fait, on a ce coup-ci 7 sous-catégories qui se décomposent plus ou moins de la même manière que juste avant, c'est-à-dire avec trois grands types de stratégies. Le cluster 3 qui ressemble fortement au système pris dans son ensemble, et les clusters 0 à 2 qui ressemblent à la stratégie marketing, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau de risque global de 22 à des niveaux de risque plus bas. Et dans ces 3 stratégies, on voit que dès lors qu'on introduit la notion d'impact, on élimine déjà une stratégie qui est certes avec des niveaux bas, mais avec des augmentations des niveaux de risque. Et donc, on n'est pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que spot, on va avoir effectivement une réduction du risque et on va afficher quelque chose de beau. Mais en fait, dans la dynamique, on n'est pas du tout en train d'avancer vers l'objectif qu'on s'est fixé. Et de l'autre côté, on va avoir 4, 5, 6, des stratégies qui vont, elles, être plutôt les stratégies d'impact, avec là encore une stratégie qu'on peut éliminer, qui est une stratégie élevée, mais qui avec des réductions de risque qui ne sont pas vraiment pertinentes. Et d'autres, par exemple, où on peut trouver dans le cluster 6, ça par exemple, c'est une stratégie où la difficulté, c'est dès lors que vous allez dans les sociétés qui tombent dans ce cluster, vous êtes déjà pointé du doigt en réalité. Et c'est dommage parce qu'en fait, dans ce cluster-là, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Sauf qu'encore une fois, ça demande du coup de creuser un peu plus. Là, quand on projette toutes les sociétés de l'échantillon en fonction de leur catégorisation dans les différents clusters, et là, c'est la volatilité, donc le risque, et là, c'est la performance, on voit bien une chose, c'est qu'en réalité, c'est assez difficile de voir un lien entre le profil de ESG et le risque. Et la perf. Et ce qui n'est pas un problème, en fait. Le problème, c'est que l'argument a été martelé de façon un petit peu trop agressive pendant trop longtemps. Et c'est pas grave, en fait. On a tendance à dire que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de mettre le doigt sur le fait qu'il va falloir mettre un prix sur différentes choses, et qu'en mettant le prix sur différentes choses, on va commencer à voir qu'il va falloir peut-être faire un petit peu plus attention, et je pense que ça aidera. Dernier point, et après, j'ai fini, il faut se faire la conclusion. Et là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, quand on regarde l'utilité de modèle, ce qu'on voit, c'est qu'on peut aller en tirant vraiment à fond. C'est-à-dire que je vais sur le cluster 0 et que je me concentre sur les sociétés qui sont les plus pertinentes, on peut, par rapport au niveau actuel, réduire le risque jusqu'à 50% lors de grandeur. Toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'on a un niveau de risque ESG qui est le score global. Si on va au bout du bout, c'est-à-dire qu'on utilise tous les leviers qu'on a, on choisit le cluster, on concentre le cluster, on peut réduire jusqu'à 50%. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est une réduction qui est assez largement en trompe-l'œil, parce que comment on obtient ce type de réduction? Simplement en changeant complètement les secteurs. Ce qui est une façon de procéder qui n'est très clairement pas durable, c'est pas soutenable. Je reviens au point de tout à l'heure, on a un système socio-économique qui est organisé d'une telle manière. L'objectif, c'est de le faire bouger pour qu'il tourne toujours, mais d'une autre manière. Ce n'est pas de faire table rase de ce qu'on a, de repartir à l'âge de pierre et de reconstruire quelque chose. Et le problème, c'est qu'on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, tout ça égale par ailleurs, on a la possibilité d'améliorer les choses de façon significative. Là, on est sur des ordres de grandeur de 20-25% si on contrôle les biais sectoriels et tout. Donc, c'est déjà quelque chose qui va dans le bon sens, mais on est encore loin, très clairement, d'un changement de régime total. Qui m'amène du coup à ma conclusion, qui est de dire que, pour la faire courte, en réalité, l'homo economicus seul ne peut pas faire les choses. C'est l'homo economicus qui doit faire avancer les choses, et donc on va retrouver un rôle important à jouer par les différents acteurs du monde de la finance, en particulier de la gestion d'actifs. Je pense que c'est une grande opportunité pour le secteur de la gestion d'actifs de montrer à quel point cette activité est utile. Donc c'est pour ça qu'il faut appréhender le sujet de façon sérieuse, pragmatique, pas dogmatique. Il y a aussi la responsabilité des entreprises qui doivent faire avancer leurs pratiques, qui, encore une fois, en Europe, sont plutôt en pointe, mais on est au tout début du chemin, et c'est très clairement un marathon qu'on va avoir. Et le dernier point, ça on en parle, je pense pas toujours assez, mais c'est aussi le rôle du consommateur final, en bout de chaîne, ou l'investisseur final. Je pense que c'est important d'être cohérent dans le temps et dans l'espace, d'avoir bien conscience de l'enjeu, et de faire en sorte qu'on soit effectivement dans une démarche qui globalement fait du sens. Je pense notamment, par exemple, c'est de faire des économies de chandelle et de partir de ta propre cours d'affaires. Par exemple, il y a une cohérence à avoir, une cohérence dans les choix aussi. C'est aussi de la responsabilité, non seulement donc des gérants d'actifs, de proposer des produits qui sont pertinents, mais c'est aussi celui des investisseurs
bien comprendre que les choix qui sont les plus pertinents à terme ne sont pas forcément les plus évidents à court terme, et que tout le monde suit dans le même sens. Voilà. Eh bien, un grand merci Mathieu pour cet éclairage, votre hauteur de vue. Et j'ai envie de dire que on retient de ça que l'humain est au cœur de tout, parce que moi j'ai vu de la modélisation mathématique, beaucoup de ratios, on parle d'homo economicus rationnel. Quand on fait de l'économie, on apprend aux étudiants qu'il s'agit d'optimiser en permanence des portefeuilles, etc. Mais qu'au fond, on voit bien que quand on vous entend parler, vous parlez de dissonance cognitive, vous parlez de conscience et d'inconscient collectif. Donc, au fond, on parle aussi de psychologie. Alors, on parle aussi, c'est vrai, de finance comportementale dans nos domaines. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir réconcilier les deux, à la fois la psychologie et la finance, et que le financier, au fond, l'homo economicus, il n'est peut-être pas aussi froid qu'il y paraît. En tout cas, c'est l'image qu'on lui fait trop souvent porter. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle? Merci beaucoup. Oui, en matière de fournisseurs de données, les agences de notation extra-financières ESG, votre démonstration prouve qu'il y a une assez grande diversité des résultats. Divergence des méthodes, des sources et peut-être des modèles. Est-ce que vous voyez une tendance à l'uniformisation des modèles, comme cela a été le cas dans les agences de notation financière au cours du temps, au sein des agences ESG, ou est-ce que vous pensez qu'elles vont continuer chacune à agir avec des modèles propres et très séparés les uns des autres, et ma question aussi, dans l'hypothèse qu'un régulateur comme l'ESMA aujourd'hui s'intéresserait en masse à cette activité d'agence de notation extra-financière? Alors, mon sentiment, c'est que le problème auquel on s'attaque est plus complexe que celui de la simple, qui n'est pas simple non plus, mais le rating de crédit, qui est je pense, un problème qui est mieux compris, sur lequel on travaille depuis plus longtemps, et donc on comprend un peu mieux les tenants et les aboutissants. Là, face à la problématique ESG, en fait, la complexité est telle que je ne suis pas certain que l'homogénéisation parfaite soit réellement l'objectif. Il est évident qu'on doit aller dans une même direction, et donc on peut s'attendre à ce que la dispersion dont on parlait tout à l'heure se réduise dans le temps. En revanche, je ne suis pas certain qu'il y ait une réponse, ce serait commode, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une réponse absolue à la complexité du problème auquel on fait face. Et je pense qu'il y a aussi un travail de tout le monde à faire pour comprendre justement les différences, pour essayer de faire en sorte que celles qui sont justifiées perdurent, celles qui le sont moins soient gommées avec le temps parce que les données sont de meilleure qualité, les approches sont mieux calibrées, etc. Et je pense que c'est une tendance naturelle qu'on a de réductionniste, je dirais, à essayer de ramener un sujet complexe on parlait de finance comportementale, à notre rationalité limitée ou bornée, comme disait Simon. Mais je pense que le sujet est trop complexe pour qu'on l'appréhende avec les réflexes parfois simplistes qu'on peut avoir dans nos domaines. Et ça oblige à faire ça. C'est pas bien que l'ESMA le fasse. Qu'elle fasse. C'est pas bien que l'ESMA s'occupe des. Moi, je pense que c'est un travail qui doit être à la fois qui doit venir des deux côtés, c'est-à-dire que c'est à la fois bottom-up et top-down, c'est-à-dire qu'il y a toujours à un moment ou à un autre besoin, alors pas toujours, mais c'est je pense utile à un moment ou à un autre d'avoir une forme d'aide à la coordination des efforts des uns et des autres. Mais je pense qu'un coordinateur central aura toujours des difficultés à appréhender la complexité du sujet dans son entièreté, comme peuvent le faire différents agents, espérons économiques, rationnels, qui, le marché ayant quand même une certaine forme d'efficience à certains égards, puisse à un moment faire le tri. Donc je pense qu'il y a besoin d'aider à la coordination, il y a besoin de faire comprendre aussi, de façon générale, qu'on a besoin d'aller vers quelque chose qui serve l'intérêt commun. Les biens communs étant, je pense, une notion qui va revenir assez forte dans la finance dans les années qui viennent, et la gestion des biens communs. Mais il y a nécessairement besoin d'une poussée bottom-up. Je pense pas qu'on puisse tout attendre, une sorte de vérité verticale qui
qui nous viennent d'un puits de savoir qu'on aurait trouvé. Deux points, si vous voulez bien. La première, c'est votre travail a porté essentiellement sur les sociétés cotées Européenne. Oui. européennes, qui vous conduit à un bilan dit en demi-teinte pour l'évolution. Si vous aviez eu, dans un monde idéal, accès aux données des sociétés non cotées, à l'ensemble de l'économie, est-ce que vous avez une idée de la coloration? Ça aurait été encore plus en demi-teinte, enfin plus sombre encore sur cette trajectoire. Puis le deuxième point, c'est sur votre conclusion en disant que l'homo economico ne peut pas faire tout seul. Il faut effectivement qu'il ait les entreprises, les consommateurs, enfin les différentes composantes de la société. Vous n'avez pas beaucoup parlé des régulateurs. Est-ce qu'il y a besoin aussi de cette incitation, de cet encadrement, de cette impulsion? Voilà. Est-ce qu'il y a quel est le rôle que doivent jouer les régulateurs? Alors sur la première question, je repense quand j'ai parlé de besoin immodéré de modération. Dans cette interview, Étienne Klein disait le problème, c'est que si à chaque fois qu'on me disait quelque chose à laquelle j'ai pas une réponse, je dis je sais pas, on me réinviterait pas. Alors je suis embêté parce que j'ai pas envie de répondre, je ne sais pas la première question, honnêtement. Mais bon, je ne sais pas. Sur la deuxième question, qui était sur la régulation. Ouais. Et le besoin d'accompagnement et de stimulation et d'orientation. Il faut un label, convention d'intérêt. Le micro, il est pas simple. Le sujet n'est pas simple. Je pense que c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important aussi qu'on évite le green blushing. C'est que le sujet étant complexe, ce serait facile de donner une réponse. Je pourrais vous donner une vérité, essayer d'asséner une vérité. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail pour comprendre les différents, les conséquences aussi. C'est toute la difficulté. En fait, on a des effets de bord. La difficulté, je le disais tout à l'heure, on est dans un système complexe. Et la difficulté, c'est qu'on ne régule pas un système complexe comme on peut le faire dans un système simple. Un système complexe, je le disais, c'est un mouvement permanent qui se co-construit, qui réagit. Et il y a toujours des effets de débordement qui sont pas simples à gérer, surtout quand on n'a pas bien compris les ressorts profonds du phénomène auquel on fait face. C'est pour ça que je disais, c'est sûr que on a toujours l'impression que c'est plus intelligent quand on utilise des modèles complexes, mais je pense qu'on est à un moment où c'est bien de revenir à des choses simples, qu'on comprend, et puis petit à petit de poser les briques pour non pas interdire une pratique, mais orienter le système pour qu'il y ait une dynamique qui se fasse dans un sens. La question, c'est dans quel sens? Et là, on touche à tellement de sujets de société, des sujets de technologie, des sujets après de marché, bien évidemment, qui font que le problème, on est, je pense, au début d'une route. C'est bien que tout le monde se mette en marche, c'est bien que tout le monde ait conscience qu'il peut jouer un rôle, mais il faut aussi avoir conscience, je pense que la route est encore longue. En dépit de votre grande prudence qu'on peut comprendre, estimez-vous que la directive sur les rapports de vulnérabilité des entreprises et la taxinomie sont, du point de vue de la méthode, de la façon dont on procède, une bonne direction au moins vers, on tourne toujours autour du même sujet, des données plus fiables, moins nombreuses, homogènes, etc. Alors, le fait d'avoir plus de données et les données qu'on peut espérer à terme avoir avec la taxonomie, c'est absolument génial. Enfin, je veux dire, et on peut se projeter sur tout un tas de choses, d'analyse, de creuser à des niveaux de détail qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années. Donc, en théorie, ça très bien. En pratique, on revient à le point initial. Je regardais par exemple sur la base Sustainalytics, taxonomie, pour une société, je crois qu'il y a à peu près 1200 ans. Et donc il faut avancer dans une direction. Il y a 1200 champs sur un sujet qu'on ne comprend pas encore, sur lequel tout le monde se pose des questions. Je veux dire, à la fois les entreprises, les gérants, les régulateurs, et pour une raison simple, c'est on revient à la disparité, l'hétérogénéité qu'il peut y avoir dans les données des différents providers. C'est qu'à partir du moment où on n'est pas clair sur la définition de l'objet qu'on observe et qu'on essaie d'évaluer, chacun y va un peu de sa propre idée, de sa propre coloration, de ses propres biais, et ce qui fait qu'à la fin, on a des résultats qui sont hétérogènes. On voit bien la direction, il faut aller dans cette direction, mais c'est bon. Je pense que
Le mieux est parfois l'ennemi du bien, et je pense qu'il faut mettre un pas devant l'autre. En tout cas, nous, c'est l'approche qu'on essaie d'avoir chez Ginger, c'est-à-dire d'avancer, de tâter le terrain, de voir si c'est le terrain suffisamment solide pour qu'on puisse faire un pas de plus, pour qu'on soit plutôt dans une position où on under-promise et on over-deliver plutôt que le contraire. Et c'est un peu le sujet. C'est pour ça que le risque des greenwashing est particulièrement prégnant en ce moment. C'est que la plupart des acteurs, enfin, beaucoup d'acteurs, risquent, compte tenu du flou qu'il y a actuellement, d'être dans une position où il va y avoir plutôt un mouvement de prudence, de retrait, qui fait que collectivement, sur la place publique, il y aura peut-être moins d'idées échangées et que les débats vont se faire peut-être un peu moins. Ça, je pense que ce serait une erreur. On a besoin, au contraire, d'échanger sereinement. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je voulais juste revenir sur la partie de l'exclusion. Donc, je suis plutôt d'accord avec votre analyse du fait de exclure certaines sociétés. Dans tous les cas, d'autres personnes, enfin, d'autres investisseurs pourront les financer dans un autre fonds, par exemple. Juste, moi, la question, c'est que l'exclusion, ça reste tout de même un moyen incitatif en tant qu'investisseur pour discuter en tout cas avec les entreprises. Et donc, dans des secteurs comme celui des énergies fossiles, où il y a encore de nombreux actifs charbonniers qui continuent à être financés, de nouveaux projets qui continuent à être développés, alors que clairement, le GIEC a dit qu'il fallait arrêter si on voulait réussir à rester dans un monde à 2 degrés. Donc, ma question, c'est si on ne fait pas de l'exclusion, ou en tout cas des dates de sortie et des négociations, quelles autres incitations pouvons-nous mettre en place en tant qu'investisseur pour négocier avec les entreprises qui, pour le moment, en tout cas, ça change, mais très lentement. Et le risque, il est financier, mais il est surtout global et pour tout le monde si on va dans un monde à plus de 2 degrés. Là, le sujet n'est pas simple, c'est évident. Et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que la route qu'il faut prendre est une route qui est plus compliquée. Chez Ginger, alors on est un acteur de petite taille, donc on est un peu le colibri dans l'espace, mais ce qu'on essaie de faire à notre niveau, et ce qui à mon sens devrait être fait à ce niveau, c'est que l'ESG, et ça je pense que c'est important, il n'y a pas une sorte de concept ESG qui surnage et le reste des problématiques. Il faut avoir une approche holistique. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'avoir, c'est-à-dire que avant toute chose, une entreprise, il y a des fondamentaux, il y a une activité, donc c'est de comprendre cette activité, d'évaluer cette activité au regard des résultats financiers, ça c'est ce qu'on fait depuis toujours, mais c'est également de voir dans quelle mesure cette activité, cette entreprise a des externalités plus ou moins négatives sur tel ou tel paramètre. Et partant de ce constat, donc c'est pour ça que c'est pas simple, parce que il suffit de partir en disant j'investis plus dans le carboné et c'est fait. Là, on est en train de dire qu'il faut comprendre les choses dans le détail, ce qui demande plus de temps, d'énergie, de ressources. Et ensuite, c'est essayer de peser d'une manière ou d'une autre sur les décisions de l'entreprise à travers les votes systématiquement, nous, à tous les AG. C'est typiquement, et ça malgré notre petite taille, et c'est assez intéressant à noter, on est de plus en plus sollicité par des grandes entreprises. On a le mérite, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une stratégie de conviction avec des positions qu'on tient dans la durée. C'est évident que si vous faites de l'ESG, mais que vous faites tourner votre portefeuille tous les 2 jours, en fait, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cohérence. Quand je vois, par exemple, on peut faire de l'arbitrage statistique sur de l'ESG, très bien. Je comprends la logique financière. En revanche, si le fonds finit par être labellisé ESG, je ne comprends pas. Le principe de base, moi j'avais proposé que sur les principes PRI, le premier, ce soit que tout acteur qui rentre sur les marchés financiers est conscient des externalités qu'il a sur son écosystème. Et le premier impact qu'ont les investisseurs, c'est la façon dont ils consomment la ressource rare du marché, qui est la liquidité. Et il y a tout un tas de produits, c'est fou. Je veux dire, c'est fou. C'est complètement lunaire de voir les marchés, on a tous en tête, parce que ça fait des années qu'on parle d'injection massive de liquidité, et c'est vrai qu'au niveau global, il y a trop de liquidité en système, mais en fait, le marché aujourd'hui est fragile. Il est fragile parce qu'il n'y a plus de liquidité. Il y avait historiquement des investisseurs qui étaient des investisseurs de long terme, qui, parce qu'ils regardaient les fondamentaux, parce qu'ils avaient du temps, quand il y avait des excès d'un côté ou de l'autre, ils se mettaient en face du marché. Là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Les raisons sont multiples et elles sont partagées, mais c'est un fait. Et donc, je pense qu'il y a la responsabilité de chacun de prendre en compte le fait que, avant même de parler d'investissement responsable
Avant de parler d'investissement totalement responsable, j'avais proposé de parler d'investisseurs. C'est une question de cohérence. Et je pense que c'est important d'être cohérent par les dissonances que nous faisons. Si on a envie, en tant qu'industrie et en tant qu'acteur de l'industrie, d'être crédible, il faut juste être cohérent. Et donc, pour être cohérent, il faut être cohérent de bout en bout. Donc, quand on gère, si on gère un fonds, mais qu'on, d'une certaine manière, on est en train de faire du mal au marché, et qu'on pousse un peu, c'est toujours la même chose. La logique, le problème, c'est que ça oblige à repenser tout le système dans lequel on fonctionne aujourd'hui. Et quand on regarde le portefeuille d'investisseurs aujourd'hui, c'est un drame. S'il y avait le Yuka du portefeuille, et c'est pas du tout parce qu'il y a la belle ESG. C'est un produit structuré ESG. Ce sont des produits qui font du sens d'un certain point de vue, mais qui pourraient marcher paramétrique. Avant même que ça explose, on avait bien vu que ça avait fait en Asie en 2015 par exemple, on voit bien les dégâts que ça fait sur le marché. Là. Ce sont des prédateurs de liquidité dans le marché. Et ça fait mal au marché. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans le marché et ils viennent préempter la liquidité dans le marché précisément quand le marché a besoin qu'on lui fournisse de liquidité. Et vu qu'il n'y a plus d'investisseurs ou très peu de long terme, c'est de plus en plus dur. Donc je reviens à votre question. En étant, malgré notre petite taille, on fait partie des quelques acteurs sur le marché qui tiennent des positions, qui ont des positions de conviction, et par conséquent, on voit bien que, au-delà, nous, de ce qu'on peut faire auprès de l'entreprise, on voit bien que les entreprises commencent à venir vers nous. On est des produits surpris. Encore une fois, c'est une petite. Par contre, on voit qu'ils viennent vers nous pour essayer de comprendre pourquoi on tient des positions, qu'est-ce qui se passe derrière. Et donc, je pense que globalement, on a besoin d'arriver dans une logique où on est dans la co-construction de cette trajectoire et que chacun à son niveau doit expliquer pourquoi il est là et pourquoi il pourrait partir si jamais il y avait telle ou telle condition qui n'était pas remplie. C'est évident qu'on a plus de poids quand on est gros, mais si chacun le fait, et le fait, je veux dire, de façon sincère, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas d'impact. Oui, l'exposé est passionnant, c'est un domaine qui est passionnant, mais c'est un domaine qui est très difficile, parce que tout à l'heure, on parlait de l'effet d'impulsion. Or, l'effet d'impulsion, en général, sur un marché, il vient du politique. On est dans un domaine qui est un domaine plutôt littéraire ou littéral, ou je dirais qualitatif. La difficulté de votre domaine, c'est d'aller transformer du littéraire, du littéral, du qualitatif en quantitatif. Et là, évidemment, on a une multiplicité d'indicateurs que l'on va créer. Et votre recherche, j'ai l'impression, ce que vous disiez, c'est la recherche des invariants qui vont être quel est le bon indicateur, quelle est la donnée qui, elle, va être un invariant et qui, finalement, va me donner la meilleure vision prospective. Quand on voit vos schémas, notamment les courbes dans le temps, moi, si je suis un investisseur individuel, je vais être peut-être, on va dire, c'est le vilain, c'est je vais maximiser un petit peu mes chances de gain. Donc, sur cette courbe dans le temps, à quel moment dois-je me positionner et sur quel invariant? Est-ce que c'est en T plus 1, T plus 2, T plus 3, sachant qu'on voit que la courbe, de toute façon, elle est ascendante et au bout du compte, tout va être assez bon. Mais sur quel domaine dois-je me positionner à l'instant T0, T plus 1, pour avoir mes chances, évidemment, de gain les plus importantes? Alors, quelqu'un parlait tout à l'heure d'une côté. Finalement, c'est peut-être aller chercher, je vais prendre Tesla, par exemple. On va faire de la voiture électrique, c'est propre, c'est très bien. Ouais, d'accord. Il faut extraire le lithium, tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver, finalement, chez Tesla, dans son processus de production, peut-être l'input qui va représenter 1% du processus de production, mais sur l'entreprise qui a géré cet input, ça va être 100% pour elle de son activité. Oui, je me place dans une perspective un petit peu de maximisation spéculative. L'investisseur. Est-ce que la solution, c'est pas justement d'aller dans le non-côté, d'avoir la bonne information pour trouver justement la petite entreprise qui va avoir l'effet de levier le plus important, même si c'est pas le gentil dans ce processus de production. Vous mettez le doigt sur un sujet que je trouve intéressant, c'est une petite digression, mais il y a eu quelques mois, il y a eu une cour de justice aux États-Unis où le juge, vous mettez le doigt sur un point qui est clé, c'est de dire on a en tant que gérant d'actifs, on a une responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'investisseur pour lequel on gère des capitaux. Et la question, c'est est-ce qu'il n'est pas, c'est un sujet
de juriste, mais en tout cas, lui avait conclu que à partir du moment où le contrat qui liait l'investisseur au gérant était un contrat dans lequel il était stipulé que le gérant devait tout faire pour maximiser la performance, ça posait un problème de droit si le gérant disait qu'il intégrait des critères ESG qui pouvaient nuire à la performance. Donc ça, et je pense que quand on va sur ce type de sujet, on commence à toucher le vrai sujet, quoi. Et on commence à arriver sur des questions où on va effectivement, je le disais, commencer à mettre un prix sur certaines choses. C'est toute la difficulté, c'est que quand on va, plutôt qu'exclusion, quand on doit expliquer pendant une demi-heure pourquoi on a fait quelque chose, on perd beaucoup de gens. Donc il y a un investissement d'énergie, un effort cognitif à faire pour comprendre les choses. Il y aura probablement aussi, parce que mine de rien, enfin, je veux dire, ça coûte très cher les données. Et donc, quand on veut avoir la donnée, surtout si on veut la donnée de qualité, ça coûte cher. Donc, je veux dire, c'était, je pense, un peu illusoire de croire qu'on allait sauver le monde, intégrer de nouvelles données, payer tout un tas d'analystes et au final, qu'on allait avoir plus d'argent parce que la performance, forcément, est très largement favorisée par les données ESG. Enfin, je veux dire, il y a un tout, il y a une forme comment dire, de cohérence, il faut avoir, comme je disais, dans le temps et dans l'espace pour comprendre que on n'a rien, enfin, c'est fameux Lavoisier, quoi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut juste comprendre où est-ce qu'on transforme les choses, où est-ce qu'on perd, où est-ce qu'on crée. Oui, parce que le nettoyage de données, le mérite, ça coûte très cher. Mais par exemple, si je fais une courbe de régression sur des données, avec un indice de corrélation à 0,40, et puis j'ai des données manquantes qui ne sont pas bonnes. Je vais compléter mes données manquantes. Et puis, comme je suis un petit malin, je vais mettre mes données manquantes sur la courbe de régression. Après, je refais un indice de corrélation, et là, votre 0,40, je le transforme en 0,80 et dis, je suis le meilleur. Là, ça devient du bidonnage. C'est un peu une des choses qui était montrée dans une des études quand on backfilait. Après, pour revenir sur la spéculation, alors, je pense que la spéculation n'est pas un problème. Généralement, les gens disent la spéculation, c'est terrible. On est des animaux qui sont l'homme est un animal éminemment spéculatif. Notre cerveau fonctionne de façon spéculative. Le système d'énergie, il fonctionne de façon purement spéculative. Donc, c'est pas un problème en soi. La question, et je reviens à mon point sur l'impact que chaque investisseur a sur le marché, c'est qu'à partir du moment où il y a certaines activités qui ont des externalités négatives sur le marché. La spéculation, dans une certaine proportion, ça apporte de la liquidité. Les stratégies prédatrices, elles sont pas là pour apporter de la liquidité, elles sont là pour venir faire des emplettes quand il y a du sang, quoi. Donc, et ça nuit plutôt au marché. Donc, c'est plutôt ça, je pense que c'est là où il y a une réflexion globale aussi dans le rôle. Et c'est pour ça que je pense qu'on met souvent le financier comme étant, ou l'homo economicus comme étant complètement en dehors du monde. Il n'est pas en dehors du monde. Les gérants, ils ne sont pas en dehors du monde. La finance n'est pas en dehors du monde. Au contraire, c'est vraiment un actif et un passif. Et là, ça ne peut fonctionner que si la relation entre actif et passif sont symboliques. Et je pense que c'est une très, très grande opportunité qu'ont les gérants d'actifs, s'ils l'assainissent, s'ils font des choses, tout le monde fait les choses sérieusement, pour montrer à quel point il y a une utilité sociale. On a besoin d'avoir un système qui nous permette de transférer dans le temps et dans l'espace de l'argent, de la valeur, pour faire en sorte que ceux qui en ont trop à adapter puissent en transférer à ceux qui n'en ont pas assez, que dans le temps, c'est quelque chose dont on a besoin. Mais encore une fois, il faut le faire avec conscience de ces externalités et de la façon dont on traite les biens communs. Une dernière question, on a largement dépassé le temps, mais c'est tellement passionnant. Une dernière? La réponse va être très courte, voire même binaire, vraiment sans rentrer dans les détails. Quand vous évoquiez dans votre étude les optimisations de portefeuille, est-ce que ça relève ou pas du tout de la frontière efficiente? Oui, c'est un peu les mêmes idées. Donc l'idée, c'était justement de montrer qu'on peut, en restant, ce que je disais, dans le champ de l'optimalité, donc c'est-à-dire toujours avec ce concept de la frontière efficiente, on le donne pour un niveau de risque, quel est le niveau de performance maximum qu'on peut avoir et qu'il faut aller chercher. Donc là, l'idée, c'est d'être dans cette région, dans cette zone, mais en ayant intégré des facteurs qu'on n'intégrerait pas autrement, qui sont les critères REG. Eh bien, on va remercier Mathieu Vessier, là encore, pour cet exposé particulièrement passionnant. Merci à vous. Merci à toutes et à tous.